De majestueux pics de glace perçaient le ciel, gardant dans leur forteresse silencieuse d'anciens secrets et de dures épreuves pour ceux qui osaient défier leur froid. Un imbécile espérait pouvoir s'échapper. Les dents serrées, il s'efforça de toutes ses forces de découvrir où se trouvait l'ancienne relique. Mais s'il avait été ailleurs, il n'aurait certainement pas révélé ce secret. Il a été décidé de contacter le détachement principal. Un rapport fait état de la capture du Northern Phantom. Les coordonnées sont confirmées. Des renforts sont attendus prochainement. Le fantôme du Nord était très obstiné, malgré ses mains coupées, mais on ignorait pourquoi il avait besoin de la relique que l'empereur recherchait. Les membres de l'escouade ont énormément souffert à cause de lui et, en attendant les autres, ils ont décidé de s'amuser un peu et de lui faire payer toutes leurs souffrances. Ils conseillèrent au fantôme de prendre une grande inspiration, car il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne les supplierait pas de mourir, mais il leur fallait décider qui mourrait en premier. La pièce d'or, scintillante, s'éleva dans les airs. Celui qui tomba sur face joua en premier. À ce moment-là, le fantôme enfonça ses crocs dans sa propre chair. Il était hors de question qu'il reste les bras croisés. Ce fut le premier échec de réveil dans la famille Draker, Zeke Draker. Né dans une famille de tueurs de dragons avec un corps incapable d'utiliser l'aura, il ne put s'éveiller contrairement à ce qui arrive généralement aux chevaliers. Il a été jeté hors de chez ses parents comme un déchet. C'est pourquoi il a tout fait pour devenir plus fort et survivre. Quelqu'un a dit un jour, « Si vous ne recherchez que le pouvoir, à la fin, il ne vous restera plus rien. » Mais c'était un non-sens complet. La pièce a atterri directement dans la main d'un des membres de l'équipe. Un aigle le regarda, étincelant. Le chevalier en était très heureux. Ses propos ont été tenus par ceux qui détenaient déjà le pouvoir, mais il y en avait d'autres. Fable. Leur force pourrait facilement les écraser et supprimer tout ce qui est possible. Voilà la vérité de ce monde. Il comprit qu'il ne pourrait pas s'échapper. Et à la surprise des membres de l'escouade, il a tordu son bras d'un seul mouvement. Les chevaliers se mirent à chuchoter entre eux, disant que s'ils lui coupèrent la tête, il mourrait très probablement. Le regard du fantôme du Nord se tourna vers l'ennemi. Fou de rage, ils se jetèrent sur lui en réaction. Comme un animal acculé, la source du Nord commença à se battre seule contre eux. Il a écrasé ses ennemis comme si la tempête elle-même s'était abattue sur eux depuis les cieux. Mais leurs épées s'enfoncèrent, tout de même, profondément dans son corps. Du sang jaillissait de sa bouche. Il semblerait que ce soit la fin pour lui. Cette fois, il n'a pas pu se venger. Mais il parvint à dérober la relique que convoitait l'empereur. Ainsi, sa mort n'aura pas été vaine. Il implora mentalement le pardon d'Alicia, tandis que de grosses gouttes de sang écarlate coulaient de son visage blessé. Ils atterrirent précisément sur la relique qu'il tenait entre ses mains. Sa volonté inébranlable se révéla capable de réveiller l'ancien pouvoir. L'âme de l'ancien dragon s'est imprimée dans la volonté de celui qui persiste. Zeke Draker sentait la mort approcher. Et c'est pourquoi il commença à voir apparaître toutes sortes d'absurdités sous forme de fenêtres pop-up. Le système lui demandait son autorisation. Il répondit simplement « Faites comme bon vous semble ». Le consentement fut ainsi donné. Le pouvoir irréversible promis fut activé. Après avoir repris ses esprits, il a commencé à avoir une apparence un peu différente. On dirait que Zeke Draker a voyagé dans le temps. C'était très difficile à croire. Mais il se souvenait encore clairement de l'épée qui lui avait été enfoncée dans le corps. L'endroit où il se trouvait maintenant lui semblait très familier. C'était le berceau, le centre d'entraînement de la famille Draker, les familles de tueurs de dragons. La famille Draker est l'une des 3 grandes familles transcendantales. Terrakan Draker est un héros qui a terrassé le dragon maléfique Bahamut lors d'une guerre, il y a un millénaire. Ses descendants fondèrent la famille Draker, ce qui leur permit d'éveiller leur aura de haut niveau et de devenir chevaliers. Tout le monde sauf Zeke, mais le système d'administration était en train de redémarrer. Soudain, il entendit des mots étranges. Le système l'informa que l'âme éveillée avait été confirmée. L'âme de l'élu éveillé reçut la volonté de l'ancien dragon et fusionna complètement avec elle. Zeke Draker a accédé à une partie du système et des fenêtres d'état se sont ouvertes. Il semblerait qu'il ait réussi à activer une relique ancienne. Il réalisa avec surprise que sa main pouvait passer à travers la fenêtre du système. Mais il peut se déplacer autour avec aisance. Zeke commença à étudier les informations.
Il obtint la classe de guérisseur et reçut la bénédiction d'un dragon ancestral. Ses compétences incluaient la guérison, l'apaisement de l'esprit, la restauration de l'énergie et l'acuité sensorielle. Son maître le lui avait révélé. Dans l'Antiquité, les gens se divisaient en classes, selon leurs forces. Chaque classe s'entraînait à des techniques spécialisées appelées compétences. Si leur classe était celle de guérisseur, ils pouvaient utiliser la compétence de guérison. Après le réveil de Zeke Draker, elle s'est occupée de lui jusqu'à épuisement. En tout cas, si l'on en juge par la fenêtre d'état, il est déjà un soigneur. Il fallait procéder à un test pour s'assurer que les informations affichées dans la fenêtre d'état étaient exactes. Dans sa vie antérieure, il était devenu guérisseur à l'âge de 20 ans, juste après l'ouverture du hall éthérique. Il s'est avéré que cette fois-ci, tout était différent. Maintenant, il savait déjà tout. Il savait que son hall d'aération était ouvert. Maintenant, il comprenait tout, même s'il n'a plus ce corps entraîné. Il est retourné dans le passé avec ses compétences et ses souvenirs intacts. Comparé à ce qu'il était avant sa régression, il se trouvait désormais dans une position bien plus avantageuse. Et pour pouvoir en tirer parti, il était nécessaire de comprendre ce dont il disposait. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Zeke Draker s'est mis à essayer frénétiquement d'effacer toutes les fenêtres système, bien qu'il n'ait pas encore lu toutes les informations. Il commençait déjà à ouvrir lentement la porte, et sur le seuil se tenait Decker, le seul serviteur de Zeke. Il était fort mécontent que le garçon ne soit pas encore prêt. Mais il s'est avéré qu'il n'avait pas vu les fenêtres du système, et c'était déjà de la chance. Decker était extrêmement mécontent que Zeke ne se souvienne pas de ce à quoi il était censé se préparer. Zeke avait vraiment peur de Decker quand il était petit. J'ai beau avoir le cerveau d'un homme de 32 ans, je n'arrive pas à me défaire de cette peur gravée dans son corps d'enfant. Soudain, Zeke vit sa compétence de classe « Calme mental, s'activer !» Toute son anxiété disparut instantanément. Decker se souvenait avoir parlé de cet événement important à plusieurs reprises. Et il a demandé si M. Zeke l'écoutait au moins une fois. Il se souvenait de ces traces de sang sur le sol. Il parlait probablement du test d'évolution Pancration. Tous les Drakers étaient formés au centre d'entraînement Cradle dès l'âge de 7 ans. Cela impliquait 5 années d'entraînement de base rigoureux. Chaque année, les instructeurs évaluèrent les candidats en combat à l'épée et en pancrace sans règles. Les adversaires étaient désignés par l'instructeur, mais il arrivait que les élèves choisissent eux-mêmes leurs adversaires, à condition que les deux parties soient d'accord. Faute de règles claires, certains élèves quittaient le combat blessés ou n'y parvenaient jamais. Mais c'est lors de cette compétition que fut déterminée la classe dans laquelle les élèves de l'académie seraient inscrits. Les enfants n'avaient d'autre choix que de se battre de toutes leurs forces. Le début de la journée de Pancrace a été annoncé. Il s'agissait de la dernière composante de l'évaluation. L'instructeur principal, Panmark, a remarqué que tout le monde était de bonne humeur et qu'il était temps de commencer. Tous les enfants étaient prêts pour cela. Mais dans la foule, d'autres enfants parlaient de Zeke et de ses défaites passées. Il a tout entendu. Aaron et Gotha furent les premiers à entrer dans la bataille. L'instructeur fit signe de commencer le combat. Et les adversaires se sont dit au revoir pour se rencontrer. Le poing de l'un d'eux était déjà en avant, mais le garçon a reçu un coup de pied à la mâchoire. L'issue du combat était sans équivoque. Voilà ce qui arrive quand on n'adopte pas la bonne position défensive. Zeke Draker en avait une peur bleue. Ces types ne représentaient rien pour lui. Mais l'un des garçons avait déjà décidé de se battre contre lui. Et Zeke et Léon entrèrent dans l'arène. L'adversaire de Zeke ne pouvait être que Léon. Il s'est moqué de lui pour ses défaites passées. Mais cela n'avait plus d'importance. Même s'il était son rival chaque année, Zeke était sûr d'avoir tout manigancé. Sa famille pensait qu'il fallait être capable de recourir à des coups bas pour devenir un véritable tueur de dragons. Mais en plus de tout cela, ils étaient aussi cousins. Dans leur vie antérieure, les 4 frères et sœurs en ligne directe n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Cependant, il y avait là plus d'une douzaine de cousins qui prenaient un malin plaisir à se moquer de Zeke. Léon allait une fois de plus donner une leçon à son cousin. Mais les voilà de nouveau confrontés dans cette arène. Léon se moqua de lui pour ses défaites passées et le traita d'inférieur.
À ce moment précis, la compétence de classe, sang-froid, s'activa. Cela faisait longtemps que Zek n'avait pas eu à écouter cet imbécile. Mais cette fois, il m'a prévenu que je ne resterais pas les bras croisés avec lui s'il ne s'arrêtait pas. Léon n'avait pas peur de lui, le considérant comme une merde inférieure. Mais il ne pouvait même pas imaginer que la compétence coup critique de Zek s'activerait et qu'il enverrait immédiatement son cousin KO. Léon était assis, le visage entre les mains, se tordant de douleur. Zek voulait seulement le mettre KO, mais la compétence s'est activée d'elle-même lorsqu'il lui a asséné un coup normal. Pan-Marc s'est mis à crier qu'il n'avait pas encore déclaré la bataille. Zek s'est défendu en affirmant que personne ne crie « Ah, attention, préparez-vous, le combat est engagé !» sur un champ de bataille. Et l'avantage revient à celui qui frappe le premier. Le regard de Pan-Marc s'illumina. Il ressentit une soif de sang. Léon a dit qu'il allait bien. Il a demandé à l'instructeur de commencer le combat. Léon essaya de rassembler ses forces pour se relever et continuer le combat. Il rêvait de tuer ce salaud inférieur. Et Zek comprit qu'il était trop stupide pour tirer les leçons de cette expérience. L'instructeur donna le signal pour reprendre le combat. Zek passa à l'attaque. Et Léon reçut un autre coup de poing à la mâchoire. Il avait seulement peur, mais il ne ressentait aucune douleur sous les coups de poing de son adversaire. Léon comprit que s'il restait vigilant, Zek ne représenterait aucune menace. Ce qui était vraiment à craindre, c'était son contre du gauche. C'était trop évident. Léon se remit facilement de ce coup et passa lui-même à l'offensive. Il était convaincu qu'il serait facile de se débarrasser de Zek, mais quelque chose a mal tourné. Il n'a même pas tout de suite compris ce qui s'était passé. L'instructeur regarda également Zek avec perplexité. Il n'arrivait pas à croire que ce soit l'instinct d'un adolescent de 12 ans. Lorsque Léon esquiva la contre-attaque de Zek et tenta de le mettre à terre, il pensa que Léon allait gagner. Cependant, Zeke frappa Léon au menton et se dégagea de son emprise. C'est Léon qui, croyant l'avoir à sa merci, l'avait déstabilisé. Mais Zeke restait imperturbable malgré l'échec de sa contre-attaque. Il possédait la concentration et la précision nécessaires pour infliger des dégâts aussi précis et efficaces. Léon était incapable de faire une chose pareille. Pour commencer, il a décidé de créer une distance entre eux. Mais je n'arrivais pas à croire que ce truc de merde puisse être aussi fort. Mais ce petit rien a dépassé ses attentes. Cette fois, Zek a réussi à maîtriser son pouvoir. Il a activé sa compétence de classe, sans s'aiguiser. Il est désormais habitué à contrôler les ondes. Et tout s'est déroulé comme prévu. Il aurait pu mettre fin à ce combat. Tout cela s'est déroulé sous les yeux d'un public stupéfait. La compétence, frappe précise, a alors été activée. Cela permettait de frapper les points faibles de l'ennemi pour infliger des dégâts critiques. À ce moment-là, Léon implora grâce. Mais Zek n'avait aucune intention de s'installer. Il continuait à frapper devant l'instructeur. Après tout, l'ennemi aurait dû en tirer une leçon. Et souvenez-vous de ce combat jusqu'à la fin de vos jours. Zek y voyait désormais un peu plus clair. Les autres le regardèrent et chuchotèrent. Il attendait alors chacun d'eux, un par un, pour savoir s'il voulait lui dire quelque chose. Et un homme de la foule lui répondit. Il le défia en pancrace, car ils avaient beaucoup à se dire. Il s'agissait d'un autre cousin de Zek, Jaqen Wardek. Mais soudain, Zek déclara que le combattre seul serait trop ennuyeux pour lui. Et il a également défié Liam Stone, le serviteur de Jaqen, en duel. Zek supposait que de cette façon, son cousin aurait au moins une chance. Par ces mots, il humilia grandement Jaqen, bien que ce soit précisément ce qu'il essayait d'obtenir. Jaqen, fou de rage, promit de le battre à mort. Cette fois, l'instructeur a averti Zek de ne pas commencer à se battre prématurément. Zek était très intéressé de voir Liam ici. Après tout, il était le roi des mercenaires. Dans sa vie antérieure, Liam, en tant que serviteur de Jaqen, avait étudié au berceau et à l'académie. Mais comme il était un parent éloigné, il n'avait pas reçu d'éducation. Il supplia d'être admis à la plus prestigieuse académie du savoir, Valtalla. Finalement, Liam rejoignit l'ordre de chevalerie d'un petit état nommé Baranon, et après la chute de ce dernier, il devint mercenaire. Mais en temps de trouble, on se tourne souvent vers les forts. Après avoir longtemps été mercenaire, il devint chevalier rouge et fonda sa propre guilde, les mercenaires de pierre. Il a réuni sous son commandement les plus grands groupes de mercenaires, ce qui lui a valu le surnom de roi des mercenaires. Lorsque l'Empire engagea les mercenaires de Stone, Liam rejoignit les guerriers continentaux
et Zek, accompagné des Nordiens, affronta Liam sur le champ de bataille. Mais maintenant, tout aurait pu tourner autrement. Ses souvenirs furent interrompus par le signal de l'instructeur donnant le début du combat. Mais tout ne s'est pas passé comme Zek le souhaitait. Ils ne l'ont pas attaqué en même temps. Jaqen n'a pas joué le jeu, qualifiant tout cela de manœuvre mesquine. Et il a décidé de lui donner un coup de pied. Soudain, une douleur intense le transperça. Jaqen fut incapable d'infliger le moindre dégât à l'ennemi. Zek s'est contenté de sourire et a conseillé à son cousin de bien regarder avant de frapper. La réaction de Jaqen fut en grande partie une source de souffrance supplémentaire. Profitant de ce moment, Zek lui cria de ne pas se laisser distraire et de passer à l'attaque. Son poing était déjà en route vers sa victime. Jaqen se protégea de lui avec ses mains. Mais Zek pouvait clairement voir à quel point il avait peur. Après tout, il était même incapable de prévoir ses propres actions. C'est pourquoi il a suggéré qu'ils attaquent ensemble. Le coup fit jaillir du sang de la bouche de Jaqen. Après tout, il n'avait rien d'exceptionnel en soi. Découragé par une telle expression, il se mit aussitôt à appeler Liam à l'aide. Et il donna l'ordre à son serviteur de tuer Zegdraken. Liam a fouillé dans la poche de son pantalon, en a sorti des bandages de protection et a commencé à les enrouler autour de son bras. Il avait 12 ans comme les autres, mais le plus désagréable, en l'affrontant, c'était son arrogance démesurée. Zek n'aurait pas eu le temps de faire quoi que ce soit s'il avait attaqué en premier. Il était donc nécessaire de prendre l'initiative. À ce moment précis, sa compétence « coupe » s'activa, déclenchant une rafale d'attaques sur l'ennemi et obscurcissant sa vision. Les autres assistaient à cette folie avec stupéfaction. Ils n'avaient assurément jamais rien vu de pareil auparavant. C'était une technique de combat à main nue du Nord, pratiquée dans les Midlands, où les épées règnent en maître. Zeke était mécontent de son corps. Il n'avait encore rien fait et il était déjà essoufflé. Mais ce n'était pas seulement la boîte qui était en cause. C'était aussi la condition physique monstrueuse de Liam. Sans contre-attaque ni esquive, il encaissait les coups sans broncher, sans jamais baisser sa garde. Quand il était roi, il était encore plus agressif. Le corps de Zeke était à bout. Il comprenait désormais clairement la puissance du corps de Liam. Zeke devait le faire perdre le contrôle. Liam a posé un autre bloc. Zeke était convaincu que ce coup atteindrait sa cible. Mais au dernier moment, il a réussi à l'esquiver. Liam ne pouvait pas voir l'éther de ses propres yeux. Il avait un instinct tout simplement fou. Il attrapa le bras de Zeke de toutes ses forces et il s'apprêtait à effectuer le lancer. Son regard était plein de puissance. Mais Zeke parvint à se libérer. Et j'ai testé la compétence du cours sans s'aiguiser. Et c'est alors que la prise d'étranglement est entrée en jeu. Aussi fort que soit le corps d'une personne, personne ne peut survivre longtemps sans oxygène. Liam ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Zeke s'est battu comme un fou. Il était rempli de haine et de colère. Son adversaire était tout aussi furieux. Ils décidèrent de découvrir qui serait le vainqueur. Les coups se sont enchaînés. Les poings étaient battus jusqu'au sang. Et leurs visages étaient déformés par une grimace de haine et de colère. Tout le monde a assisté à cette bataille féroce. Tout le monde s'intéressait à l'issue de cette affaire. Soudain, la main de l'un d'eux tomba au sol sans effort. Zeke et Liam étaient tous deux épuisés au-delà de toute imagination. Jaqen était fou de joie car il ne s'attendait à rien de moins. Ça valait le coup de détruire Zegdraken. Zeke a subi une blessure mineure lors d'un entraînement de pancrace. Mais Decker a insisté pour vérifier son pouls. Zeke comprit que le serviteur voulait savoir s'il avait éveillé son aura. Il lui tendit la main. Zeke observait attentivement ses gestes. L'énergie de Decker commençait à pénétrer son corps, et une évidence lui apparut alors. Son serviteur était un chevalier bleu. Pour vérifier si quelqu'un s'est éveillé, on regarde généralement l'emplacement de son énergie QI, mais lui, il aborde la question de manière plus approfondie. Conférer une aura à autrui est déjà une tâche complexe en soi. Mais si quelqu'un parvient à contrôler la sienne avec une telle précision, il s'agit très probablement d'un chevalier bleu. Tous les chevaliers n'étaient pas égaux. Ils étaient classés selon leurs compétences de combat et leur capacité à manipuler l'aura. Le niveau d'épéiste blanc est un niveau novice. La plupart des enfants atteignent ce niveau avant le rite de bénédiction, épéiste jaune. Ce niveau est occupé par ceux qui ont éveillé leur aura et ouvert leur dantian. Tous les élèves du berceau
devenaient des épéistes jaunes après avoir subi un rituel de bénédiction. Une fois capables de contrôler librement leur aura, ils pouvaient obtenir le titre de chevalier pourpre. À ce niveau, vous pouvez imprégner votre épée d'une aura. Chevalier bleu, à ce niveau, la lame d'aura peut être manifestée. Vint ensuite le royaume de ceux qui dépassèrent leurs limites. Le royaume atteint par le roi mercenaire Liam. Et Zek lui-même, avant sa régression. Voici un chevalier rouge. Il y avait aussi des chevaliers noirs, mais il n'existe que quelques rares spécimens de ce type sur tout le continent. Et une personne aussi expérimentée que Decker devint la nounou de Zek. Mais il n'a pas pu détecter sa diffusion, ce qui ne pouvait être utilisé que par 2 personnes au monde. Decker retira ses mains du poignet du maître. Il sentait quelque chose qui lui était caché, mais Zek lui a posé la même question. Un silence pesant s'installa alors entre eux. Une seconde plus tard, Zeke a dit qu'il plaisantait et j'étais sur le point de quitter la pièce. Le serviteur lui demanda pourquoi il avait changé si soudainement. Mais ce n'était pas la bonne question. Il aurait dû demander pourquoi Zek avait changé si récemment. À partir de ce moment, beaucoup de choses allaient changer. Tout se mettait en place. Il suffisait donc à Decker de suivre Zek. Il avait préparé la salle d'entraînement que Dieu avait demandée. S'il avait été chargé de le surveiller, Zek avait décidé de le garder près de lui pour lui soutirer des informations. Mais le problème était qu'on ignorait qui avait ordonné sa surveillance. Il était peu probable que ce soit quelqu'un de la famille de sa mère. Peut-être était-ce l'un de ses frères ou sœurs. Cette maison était vraiment à la hauteur de sa réputation. Elle possédait même une salle de sport privée. Zek décida d'abord de tester le système. Il s'avéra que ses compétences en coupe avaient été considérablement améliorées, atteignant un niveau expert. Cette compétence s'est activée d'elle-même pendant le combat. Il s'est avéré qu'il la maîtrisait déjà auparavant. Il restait à voir si des nouveautés seraient ajoutées. Zek essaya de comprendre la différence entre une compétence et une compétence de classe. Elles s'activaient de manière similaire. 10 points étaient nécessaires pour débloquer les compétences du dragon. On pouvait les gagner en détruisant des monstres. Il y en avait un grand nombre dans le donjon, mais pour y accéder, il fallait devenir un chevalier pourpre. Zek s'intéressait désormais davantage aux raisons de son retour en arrière et à la nature de ce système. Ce talent et cette classe lui indiquaient qu'il devait être lié à cette relique ancienne, mais il disposait de peu d'informations. Pour l'instant, il a décidé de s'entraîner jusqu'à devenir plus fort. Et peu importait le type de formation. Après tout, c'est Draker. Il existait 2 pouvoirs connus dans le monde, l'aura des chevaliers et le mana des mages. Les chevaliers renforçaient leur aura dans les donjons, les mages contrôlant leur mana à l'aide de cercles. Ces 2 forces se situaient aux extrémités opposées du spectre, de sorte que si l'une était éveillée, l'autre ne pouvait pas l'être. Malheureusement pour Zeke, il ne parvint pas à éveiller ni le Dantian ni le cercle. Sa famille le rejeta, et errant sans but, il rencontra un maître. Celui-ci lui transmit un savoir immense, mais ce que Zeke apprit de plus utile fut la guérison et la chambre éthérique. Grâce à la chambre éthérique mise au point par le maître, il était capable de contrôler l'énergie de la nature, l'éther. Le maître et lui étaient les seuls utilisateurs d'éther au monde. Zeke ne s'entraînait que depuis 2 heures, mais il avait l'air sur le point de s'évanouir. Il activa sa compétence de classe pour la guérison et la restauration de l'énergie. La guérison est une compétence très rare, dont il ignorait même l'existence jusqu'à sa rencontre avec un maître. S'il l'utilisait devant les gens, il le prendrait pour un fou. C'est pourquoi Zek n'a pas pu l'utiliser pendant le combat contre Liam. Il a dû se dépêcher de se rétablir dès son retour dans sa chambre. Maintenant qu'il se sentait mieux, il pouvait reprendre l'entraînement. Le soleil se couchait et prenait des teintes pourpres. L'heure du dîner approchait. Zek se demandait quoi dire à Decker. Une semaine plus tard, tout le monde au Cradle parlait de la transformation de Zeke. Au restaurant du coin, pendant le repas, tout le monde parlait de l'ancien perdant. Des rumeurs circulaient, même selon lesquelles il pratiquait la magie noire. Beaucoup espéraient qu'il serait capable de maîtriser les plus forts. Il y avait à manger en abondance au dîner. Les steaks dégageaient un arôme agréable. Ils étaient très juteux et savoureux. Rayna Turun le mangea avec plaisir. Mais tout le monde ne pouvait pas se vanter d'avoir un aussi bon appétit.
Owen Simmons décida lui aussi de manger un morceau et conseilla à Draken d'en faire autant, car il avait besoin d'énergie pour le combat à l'épée. Mais il était furieux qu'ils le poussent à bout. Et quand Aryz a dit que c'était son complexe d'infériorité qui parlait, il n'a pas pu contenir une telle insulte. Il sauta de table et le morceau de viande tomba lourdement sur le sol. Reyna Turun le regarda avec déplaisir. Il surprit les regards en coin des autres. Beaucoup étaient en effet curieux de savoir ce qu'il allait faire maintenant. Zigdraker l'emplit d'une haine féroce. Ce pancrace avait été brutal, mais assez impressionnant. Cependant, face à l'épée, il était certain que le spectacle serait pitoyable. Après tout, Zek ne savait même pas vraiment se servir d'une épée. Les gars plaisantaient en disant qu'il était tellement faible qu'il fallait une épée laser spéciale pour lui. Jacker était persuadé qu'il avait simplement eu de la chance de le battre. Mais Rain n'en était pas si sûr. Jacker devint encore plus furieux. S'il pensait vraiment ainsi, alors il n'avait aucun droit d'être chevalier de la maison Drake. Duel à l'épée. Contrairement au pancrace, on utilise ici de véritables épées, ce qui est à l'origine de la plupart des incidents dans le berceau. De plus, c'est ici que la différence de compétences entre les élèves est la plus flagrante. Et ce, 1 mois après les résultats actuels. Les épreuves finales ont débuté par la cérémonie de bénédiction, au cours de laquelle les Drakers éveillent leur aura. Il est temps pour Zeke d'atteindre le sommet. Il marchait avec un léger sourire aux lèvres. Des rires étouffés se firent entendre derrière lui, concernant son choix d'une épée ridiculement grande. Il regarda calmement son adversaire. C'était Reyna Turun. Le moniteur les attendait déjà. Reyna Turun, les yeux emplis de colère, a déclaré qu'elle avait choisi Zeke comme adversaire. Ça avait l'air plutôt bien, et il a accepté avec joie. Zeke souleva la clé mort avec aisance. Reyna pouvait le voir de ses propres yeux. Devant lui se tenait indubitablement le Zeke qu'il avait connu auparavant. Il pouvait sentir son aura. Mais Reyna Turun ne pouvait se laisser intimider avant même le début du combat. Il se rassurait en se disant que tout finirait par s'arranger pour lui. Zeke était lui aussi convaincu de pouvoir y arriver, mais un combat contre le chevalier de la foudre est toujours une affaire très tendue. Reyna Turun était connue sous le nom de chevalière de la foudre. Elle fut l'une des chevalières qui s'illustrèrent durant les guerres continentales. Elle était également reconnue comme l'une des plus grandes Drakers de la génération suivante, car elle a éveillé son aura avant même de subir le rituel de bénédiction. Elle a éveillé son énergie il y a plusieurs années, mais ne l'a pas utilisée au début. On disait qu'elle ne voulait pas mettre en œuvre ses principes. Le signal du début de la bataille retentit, et les deux épées s'affrontèrent dans un combat acharné, faisant jaillir des étincelles. Ils s'éloignèrent l'un de l'autre, choisissant le moment opportun pour attaquer. Reyna prit la pause et passa à l'attaque. Ses rêves s'envolaient vers l'ennemi, fendant l'air. Elle se rapprochait de plus en plus de Zeke, mais il était prêt à repousser l'attaque, bien qu'elle fût meilleure que ce à quoi il s'attendait. Mais il n'y avait pas de place pour les jeux ici. Le public hurlait pour que Reyna l'achève. Il pensait que Zeke était un idiot. Il n'a pas vu Reyna jouer avec lui. Zeke a bien tenu le coup. Elle sentit les larmes. Reyna tenta de saisir l'opportunité, mais l'épée de Zeke bloqua ses attaques, comme si elle avait anticipé ses actions. Et aussitôt après, une autre brèche s'est ouverte. C'était comme un combat d'entraînement, ce qui était destiné à son entraînement. Leurs épées s'entrechoquèrent une fois de plus lors d'une attaque, mais Reyna fut de nouveau repoussée. Elle était déjà trempée de sueur. Zeke vit alors comment le chevalier de la foudre combattait lorsqu'il était encore dans son berceau. Elle a combattu loyalement. C'est ce qu'on attend de quelqu'un qui attache de l'importance à ses principes. Et puis, Zeke a décidé de l'aider à sortir de sa coquille. Il adopta une posture très basse. Reyna comprit qu'il voulait combler l'écart d'un seul coup. Il ne fallait pas sous-estimer sa vitesse. Elle n'a même pas eu le temps de prononcer son nom. Il était très rapide. Certes, malgré la distance qui les séparait, Reyna pouvait réagir à ses pitreries. L'onde de choc l'atteignit. L'envergure de son épée était impressionnante. Reyna le regarda avec méfiance. Soudain, de petits cailloux lui ont volé au visage. Elle a essayé de se cacher d'eux, mais elle ne pouvait pas. Certaines l'atteignaient encore au visage. Et à ce moment-là, Zeke lança une nouvelle attaque. Reyna ne s'attendait pas à une telle pression de sa part. Mais il était temps de terminer. Soudain, derrière eux, ils entendirent le bruit d'une épée frappant le sol. L'homme annonça que Zeke avait perdu. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Reyna, elle n'utilisa tout simplement pas son aura.
Mais les cadets n'ont rien remarqué, quand quelque chose se produisit lorsque l'attaque de Zeke s'approcha d'elle. Elle a tout de même eu recours à son aura. C'était à peine perceptible. Reyna a promis de ne jamais utiliser son aura avant d'entrer à l'académie. Il l'a forcée à compromettre ses principes. Et ce n'était pas la fin. Son poing glissa vers sa gorge, et le sang jaillit en un flot continu sur le sol. Elle se prit la gorge de douleur et tomba à genoux. Tout le monde commença à s'indigner, car il s'agissait d'un duel à l'épée, et il n'y avait pas de place pour les coups bas. Tout le monde s'est mis à pointer Zeke du doigt et à crier qu'un vrai chevalier ne jetterait jamais son épée. Mais il savait exactement lequel d'entre eux avait gagné. Il a demandé à Reyna si elle voulait continuer. Elle n'a pas encore perdu. Zeke n'a pu la toucher que parce qu'elle a baissé sa garde. Mais si sa main avait été un poignard, tout se serait certainement terminé différemment. Reyna resta silencieuse pendant une seconde. C'est elle qui a perdu. Les spectateurs observaient cette scène avec stupéfaction. Celui qu'on traitait de racaille, il y a quelques jours à peine, a gagné. Et maintenant, il a vaincu l'un des élèves les plus talentueux issus de familles célèbres. La tour était engloutie par les flammes. Il y avait beaucoup de morts tout autour. Ils furent jetés dans un profond abîme. On pouvait entendre une conversation à l'extérieur, par la fenêtre d'une des pièces encore intactes. Dans une telle situation, tout le monde n'était pas capable de boire du thé calmement. Des rumeurs circulent déjà ici, selon lesquelles Zeke aurait vaincu Reyna. Mais cet homme était toujours si sérieux. La prochaine pleine lune devait être le jour de la cérémonie de bénédiction. Il semblait que le moment était idéal pour leur rendre visite. Cela piqua la curiosité d'Abel. Il était très intéressé de savoir quel genre d'éveil leur Benjamin allait vivre. Bien que la victoire de Zeke ait plongé tout le centre d'entraînement dans la stupeur, il est simplement retourné au centre et a repris l'entraînement. Un mois plus tard, le jour de la cérémonie de bénédiction, il ne comprenait vraiment pas comment il avait pu devenir un chevalier rouge avec un tel corps dans sa vie antérieure. Dans la fenêtre d'état, il constata que dès que son niveau de compétence augmentait, il atteindrait le niveau expert. Il parvint même à améliorer sa maîtrise des déplacements rapides qu'il avait acquise durant le duel. Du coin de l'oreille, Zeke entendit Decker s'approcher. Il leur a alors rappelé qu'ils devaient partir dans 2 heures. L'heure prévue arriva et l'équipage quitta le château. Zeke n'était pas allé au domaine principal depuis un certain temps. Il appartenait à la famille Draker et se situait dans le duché de Troyes. Bien que la résidence principale de la famille fût située au cœur du continent, la cérémonie de bénédiction devait se tenir dans le domaine principal, berceau de la légende des tueurs de dragons. Ils arrivèrent alors à l'endroit convenu. Zeke découvrit la principale propriété de la famille, l'antre du dragon. On a donné à tout le monde l'ordre. Attention, Zeke ne s'en était jamais rendu compte auparavant. Tous les spectateurs présents étaient des personnalités connues, souvent interviewées aux informations. Sa famille avait peut-être envoyé quelqu'un pour l'observer. Mais quelles que soient leurs intentions, ils constateront tout de même qu'il est incapable de se réveiller. Il était certain qu'après cela, il l'ignorerait tout simplement. Soudain, Zeke aperçut un homme qui se montra très désagréable envers lui. Bien que tout le monde fût ravi de le voir, mais il avait ses propres raisons de venir ici. Après tout, son frère cadet adoré était là. Il s'agissait du 2e fils de la famille Dreyer, Abel Draker, le guerrier à la lame de lion. Il était heureux de revoir son frère. Eh bien, ça ne se voyait pas du tout à la vue de Zeke. Mais de toute façon, il ne pouvait plus rien faire. Dans sa vie antérieure, Abel n'aurait jamais assisté à sa cérémonie de bénédiction. Peut-être que le cours des événements avait changé et que c'était la chance de Zeke. Le début de la cérémonie a été annoncé. Aaron a été le premier à sortir. Il s'approcha du bol magique. Sa main se porta vers la pointe de l'aiguille. Elle lui transperça la paume et le sang se répandit sur l'eau. L'un des chevaliers plongea son épée dans le bol et un flot d'aura traversa tout le corps d'Aaron. Tout autour était illuminé d'une lumière bleue. Grâce au rituel de bénédiction, chaque représentant du clan Dreyer a éveillé son aura scellée. Cela s'est produit à l'âge de 12 ans, il était temps pour elle de quitter le berceau. Comparé aux chevaliers ordinaires qui se réveillaient après 20 ans, c'était incroyablement rapide. Parmi ces cas, il y en a eu quelques rares où, en plus de leur aura, elles ont déclenché le trait de tueur de dragons connu sous le nom de suppression de mana. Cette fois-ci, les lampes de mana ont également eu un comportement étrange. Tout le monde a vu qu'ils commençaient à émettre une lueur rouge.
Il deviendrait au moins aussi fort que les chevaliers jaunes, voire même rivaliserait avec les chevaliers rouges et noirs. Et le sang pur s'éveilla en eux. Suite à l'éveil du mana, chacun devait porter des gants spéciaux fabriqués par la famille, sans quoi il leur serait impossible de mener une vie normale. Lorsqu'on put prouver qu'il était de pure race, on lui donna le nom de Dryer. De plus, la personne reconnue bénéficiera d'un soutien familial inestimable. C'est maintenant au tour du suivant. Tout le monde était curieux de savoir quel genre d'éveil Zeke allait traverser. Il n'aurait jamais cru se retrouver à nouveau devant cette maudite statue. Il se souvenait que la dernière fois avait été terrible. Même si la bénédiction était la seule chose qui l'empêchait de retourner au berceau, il était déshonoré. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Il pouvait non seulement guérir, mais aussi manipuler l'éther. En plus de tout cela, il n'a pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Il s'est défendu de son propre chef. Il a donc demandé à la statue de prendre soin de lui cette fois-ci. Il mit sa main dans l'eau et il commença à attendre le résultat. La statue trembla légèrement. Tout le monde a été surpris que tout se termine ainsi. Après tout, cela ne s'est jamais produit auparavant. Zeke était découragé. Eh bien, je savais que je n'aurais pas dû m'attendre à ce que quoi que ce soit change. Grâce à Abel, il est devenu trop sûr de lui. Les personnes rassemblées n'arrivèrent pas à croire qu'il était incapable de se réveiller. Tout le monde a commencé à murmurer qu'il avait déshonoré la famille. Mais Zeke essaya de ne pas s'énerver, car il existait encore de nombreuses façons de devenir plus fort sans avoir à s'éveiller. Soudain, une notification système est arrivée indiquant que le message avait été envoyé avec retard et que les informations nécessaires manquaient lors de l'identification de la classe. Le talent de l'utilisateur a été identifié comme étant celui de guérisseur et la classe résultante a été identifiée comme étant rare. Et à ce moment-là, tout autour fut baigné d'une lueur rouge. Cela a plongé toutes les personnes présentes dans un choc encore plus grand. Zeke n'en croyait pas ses yeux en lisant les informations qui apparaissaient dans les fenêtres contextuelles. La bénédiction de l'ancien dragon, scellée dans l'âme de l'utilisateur, a été activée. Abel observa cette scène avec intérêt. Zeke développa des talents rares et devint immortel. Et à ce moment-là, la lueur rouge devint dorée. Zeke savait que les personnes rassemblées auraient des doutes, mais s'il disait quoi que ce soit ici, cela se retournerait contre lui. Les spectateurs commencèrent à penser que la statue était peut-être cassée, mais Abel perdit ses mains de plaisir. Après tout, 2 pur sang se sont réveillés ici en même temps. C'était une magnifique fête de départ. Les personnes présentes ont alors soutenu sa proposition. Il annonça à haute voix que des gants avaient été apportés. Il s'est avéré qu'ils étaient assez lourds. La personne suivante fut ensuite invitée à recevoir les gants. Pour Zeke, les intentions d'Abel étaient évidentes, mais il devra tout de même accepter son aide. Ça sentait toujours la merde, cependant. Après cette bénédiction inversée, les festivités allaient commencer. Tout le monde était invité à se joindre à la fête. Mais Zeke se fichait de cette fête. Il est allé chercher la salle d'entraînement. Soudain, quelqu'un l'appela par derrière. Se retournant du coin de l'œil, il aperçut cet homme. C'était Abel. Il avait demandé où il allait si tôt. Zeke ne pensait même pas qu'il lui parlerait si tôt. Son frère lui a présenté ses félicitations. Et il félicita le sang pur pour son éveil et lui tendit la main. Si Zeke ne l'avait pas secoué, il aurait pu percevoir cela comme de l'hostilité. Il décida donc de jouer le jeu. Mais des images complètement différentes me sont venues à l'esprit. La main de Zeke se figea, à 1 centimètre de trembler. Abel ne comprenait pas pourquoi il avait une telle réaction. Soudain, Zeke baissa la main. Leur poignée de main n'a jamais eu lieu. Abel remarqua que c'était un peu gênant. Mais je ne pouvais même pas serrer la main de ce salaud pour sauver la face. Mais Abel décida qu'une simple rencontre lui suffirait. Il tapota l'épaule de Zeke et lui dit qu'il se reverrait. Il le savait. Ils étaient vraiment censés se revoir. Pendant ce temps, la fête se poursuivait au palais. Tout le monde parlait de l'éclat doré de Zeke. Les invités commencèrent à discuter de l'endroit où il avait disparu de la fête. Et à ce moment-là, il avait déjà enlevé ses gants et ses vêtements. Il pensait qu'il allait suffoquer là. Eh bien, ça n'avait pas d'importance. Tous les sangs purs éveillés possédaient la capacité de supprimer le mana. Cette capacité indiquait qu'ils résistaient au dragon, source du mana. Mais la plupart de ces mécanismes utilisaient le mana comme carburant. C'est pourquoi les chevaux de race pure devaient porter des gants. S'il avait été de pure race, il y aurait eu des problèmes dès qu'il aurait enlevé ses gants.
L'état affiché par la fenêtre au sol était complètement différent de ce qui s'y trouvait auparavant. Désormais, elle indiquait non pas une suppression, mais une réflexion de mana. Zeke décida de se renseigner à ce sujet. La compétence « réflexion de mana » créait un champ déformé qui régénérait le mana environnant. J'ai reçu la confirmation qu'il est désormais un immortel unique. Tous les diplômés ont eu des réveils réguliers, accompagnés d'une aura bleue. Seule Reina avait une lueur rougeâtre à son réveil. L'aura de Zeke était initialement rouge, puis elle est devenue dorée. Le système a signalé que le terminal de classification avait perdu des informations importantes, faisant apparemment référence à la statue en bronze. Dès l'apparition du système d'information Beeline, la statue dressée commença à émettre une lueur rouge. Il comprit alors clairement ce qui s'était passé. La statue de bronze ne détermine pas l'éveil. Elle détermine la prédisposition de l'utilisateur, sa classe. Rouge, classe rare. Or, classe unique. La statue de bronze est une relique ancienne, utilisée même avant Terrakan, le fondateur de la famille Drakkar. À cette époque, la notion de classe n'existait pas, elle servait donc uniquement à vérifier si une personne avait atteint l'éveil. On a parfois mal interprété son fonctionnement, notamment la lueur rouge qui symbolisait une classe rare et l'éveil des sangs purs. Et aucun chef de famille ne s'en est jamais rendu compte. Zeke avait désormais des points de karma. Il décida de les utiliser pour tester ses compétences de dragon. Il s'avéra qu'il avait reçu la vision et le pouvoir des dragons. Il valait mieux dépenser ses points pour quelque chose d'utile plutôt que de prendre des risques. Le pouvoir du dragon s'avéra trop dangereux pour être utilisé ici, mais il parvint tout de même à le libérer. Il a également débloqué la vision du dragon. Soudain, il entendit des pas tout près. Zeke nous en a donné davantage car il y avait une phase d'information détaillée, mais en réalité, rien n'a changé. Bien que tout ne fût pas si simple, c'était de la pure folie. Il lui sembla que la statue qui se dressait au centre du jardin se trouvait désormais juste devant lui. Une telle vision pouvait s'avérer utile. Soudain, une nouvelle notification système est apparue, lui demandant s'il avait besoin d'informations détaillées sur l'objet détecté. Zika fut un peu surprise par cela. Il pouvait désormais consulter des informations sur tous les objets qui attiraient son attention. Il regarda son corps. Il n'avait jamais pensé que toutes les compétences liées au dragon étaient si fastidieuses. Il est donc peu probable qu'il puisse les utiliser souvent. Il a même dû activer la restauration de son énergie. Mais il n'avait aucune intention d'utiliser la guérison. Il s'est avéré que toutes ces compétences de classe avaient été converties en compétences passives. Et leur niveau a augmenté d'une unité. Il s'est avéré que cette chose était cassée. On pourrait croire que la guérison est déjà acquise, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger indéfiniment. Son effet curatif était limité. Cependant, le facteur de guérison était infini. Mais tout cela devait être vérifié. Zeke prit un couteau sur la table et le passa sur sa main. Des gouttes de sang tombaient comme de la grêle sur le tapis. À ce moment précis, la compétence de soin de classe a été activée. Il a fallu 5 ans pour achever l'académie, mais maintenant, Zeke peut le terminer en 2. L'académie Drakkar était la plus prestigieuse académie de chevalerie du continent. N'importe qui aurait tout sacrifié pour y être admis. La vie battait son plein ici au printemps, au début du nouveau semestre. Les élèves ayant obtenu des notes plus élevées ne différaient pas des adultes. Ils sont tous entraînés à la perfection. On pourrait toutefois les comparer à ceux qui ont été éduqués dès le berceau. Ils viendront tout de même de familles nobles. Cette maudite famille est pourrie jusqu'à la moelle. Parmi les nombreuses familles soutenant la famille Dreyer, figure emblématique du mouvement transcendantal, 3 familles exercèrent une influence prépondérante. On les appelait les grandes familles. Turun est un exemple de force. Les Siemens sont des modèles de sagesse. Les Vardek étaient soutenus par la richesse. Même les enfants de ces familles ont profité de leur position. Mais Zeke s'en fichait. Il y avait également un dortoir de haut rang appelé le manoir de platine. Ce dortoir était doté d'une salle d'études, d'une bibliothèque et d'autres commodités. Seuls les élèves les plus brillants y avaient accès. Même dès le berceau, il était très difficile d'y entrer. Les éveillés de sang pur bénéficiaient d'un privilège spécial, la maîtrise de leur étage. Cet étage entier était connu sous le nom d'étage de platine. Tout le monde attendait déjà Zeke Drakkar. Tout un étage s'inclina devant lui. Il a décidé que même pour un pur sang, c'était trop. Decker l'attendait déjà dans la chambre.
Il avait quelque chose à lui dire. Un cadeau attendait Zika. C'étaient des gants neufs. Ils étaient bien plus confortables que les gants temporaires. Et puisque de nouveaux gants sont apparus, il était judicieux de mettre à jour l'épée également. Decker a apprécié cette excellente décision. Le duché était bordé par les montagnes des géants. On y trouvait beaucoup de matériaux de grande qualité et d'artisans qualifiés. On en est même arrivé au point où la première arme utilisée par les diplômés de l'académie est un cheval de Troie. Decker proposa au jeune homme de lui trouver un maître digne de ce nom, mais il en avait déjà une en tête. Zik a demandé à organiser une rencontre avec lui. Le nom de ce capitaine était Galion Albert. Les cours de Zik commençaient le lendemain. Decker lui a donc suggéré de se familiariser à l'avance avec les documents nécessaires. Zik commença à étudier. Étant donné que l'étage de platine était complètement isolé, il avait plus de liberté pour développer ses compétences de dragon. À ce moment-là, on frappa à sa porte. Une des domestiques a rapporté que la maîtresse d'étage, Reina, l'avait invité à dîner. Zik fut un peu surpris par cela. Il a demandé à être conduit à Reina. Ce qu'il voyait lui parut plutôt mignon. Il ressemblait à une sorte de cartel du Sud. Reina s'est excusée car les membres de sa famille avaient une apparence assez particulière. Zik l'a remercié de sa sollicitude. Elle a suggéré qu'ils discutent de tout après le repas. Zik se souvint qu'un chevalier de la foudre se tenait devant lui. Elle utilisait le bas de son abdomen pour contrôler son aura. Très probablement, Reina s'entraînait pour devenir une chevalière pourpre. Mais pour une raison inconnue, son niveau en escrime avait stagné. Quel gâchis de potentiel. Zik lui-même adorait prendre un bon repas. Mais ce repas a dépassé toutes ses attentes. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Reina a demandé à Zik d'accepter le soutien de la famille Turun. Zik lui rappela qu'ils étaient tous deux des éveillés de pure race. Mais Reina affirma qu'il se trompait. Il bénéficiait véritablement de nombreux privilèges. L'étage platine en est la preuve. Mais ils n'ont tiré aucun bénéfice en termes de développement. L'Académie a accumulé des siècles de savoir théorique et pratique. Un instructeur personnel est à votre disposition pour vous aider à développer efficacement vos compétences. Dans le cas contraire, quelle que soit la richesse d'une personne, elle restera à la traîne. C'est pourquoi un tel soutien était nécessaire. Même Abel Dracker, un autre sang pur, le plus jeune à avoir jamais reçu le titre de chevalier blanc et l'actuel chevalier noir, a reçu le soutien de sa famille maternelle, la famille Siemens. Bien que le chef de la famille Turun n'ait pas donné d'explication, il a indiqué que Zik ne recevait aucun soutien de sa famille maternelle. Reina lui a de nouveau dit d'accepter leur soutien. Mais Zik a refusé. Cela la troublait, car le soutien de sa famille était une solution plutôt avantageuse. Mais là n'était pas la question. Il n'a besoin de rien de plus que ce qu'il possède déjà. Quitter la table et remercier Reina pour le dîner. Finalement, j'ai décidé de lui donner un conseil. Son épée était trop puissante, et elle aussi trop bien traité cette gens. Il a demandé à Reina de l'écouter attentivement. Son plus grand atout est son agilité, qu'elle doit à la souplesse de son corps. Elle n'avait pas besoin d'attaquer de front et d'écraser ses adversaires par la force. Il était nécessaire de repousser, sans heurts, les attaques ennemies sur le côté, pour porter des coups uniques et délicats. Si elle y parvient, elle deviendra plusieurs fois plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Zik la remercia de nouveau pour le repas. Reina frappa du poing sur la table, furieuse. La famille Turun incarne la force. Elle ne faisait que perpétuer les traditions familiales. Mais Zik avait raison. Obsédé par l'idée de devenir une personne digne de porter le nom de Turun, cette obsession s'est involontairement reflétée sur son épée. Et Zik Dracker pouvait le voir. Quand Reina était petite, tout le monde autour d'elle disait qu'elle était un génie. Mais personne ne lui donnait jamais de conseils pratiques. Personne, sauf Zik Dracker. Il reste à voir qui il est. Toutes ses compétences dans sa classe modifiée se sont révélées d'une efficacité incroyable. Grâce à sa compétence de classe, endurance infinie, toute fatigue était compensée par une réserve d'endurance illimitée. Dans ma vie antérieure, cet endroit me semblait être l'enfer sur terre. Mais maintenant qu'il s'est éveillé en tant que sang pur, c'est le paradis sur terre. Il n'y a rien de mieux. Pendant tout ce temps, 2 personnes le suivaient dans les environs. À un moment donné, ils l'ont appelé. C'était Harris. Harris Siemens, le 3e fils de la famille Siemens, l'une des 3 grandes familles.
La fraude étant la spécialité des Simmons, il utilisait les autres pour intimider et préserver habilement sa propre image. Il a demandé à Zeke pourquoi il n'avait pas répondu à son invitation à dîner la veille. Zeke comprit alors ce qui se trouvait sur son bureau. Harris lui demanda à nouveau pourquoi il ne lui avait pas répondu. Zeke le trouvait très drôle. Après tout, il n'était pas obligé de répondre à tous ceux qu'il rencontrait. Après ces mots, l'un des gars fit un pas vers Zeke. Il estimait se comporter de manière assez impolie, malgré la gentillesse du jeune maître. Zeke Draker lui a demandé qui il était. Ces mots firent beaucoup rire l'étranger. Zeke était certain que ceux qui étaient venus ici dès leur plus jeune âge n'avaient rien de spécial. Il comprend parfaitement que cet homme essayait de se faire remarquer devant son maître et lui a demandé de ne pas oublier à qui il parlait. Soudain, un flot d'aura frappa Zeke dans le dos. Il n'imaginait même pas que les élèves les plus gradés puissent déjà contrôler leur aura. Avant lui, il y avait Durban Roswell. Ici, tout le monde l'appelait Durban le Puissant. Il décida de donner une leçon à Zeke plutôt qu'à son jeune maître. En entendant ce surnom, Zeke n'a pas pu s'empêcher de rire. Puis il s'est précipité pour l'attaquer, et il fut le premier à le frapper du poing. Le sang jaillissait de toutes les fissures de Durban. Il a été projeté sur le côté comme une boule de bowling. Zeke a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre ensuite. Il a demandé à Bélier de se dépêcher de faire son choix. Mais il resta silencieux en guise de réponse. Un silence s'installa entre eux. Soudain, Ariès a déclaré que Zeke prenait visiblement plaisir à se prélasser dans la gloire de sa propre renommée. Mais il a répondu que c'était un non-sens complet. L'Académie Draker était divisée en 2 classes. Les élèves des classes ordinaires étaient ceux qui manquaient de talent. Ces cadets devaient travailler dur pour réussir. Il existait également une classe spéciale qui pouvait choisir librement des matières autres que les matières principales. À l'Académie, cette classe spéciale était le lieu de rencontre de la plus haute élite. Zeke avait donc certaines attentes, mais la plupart des gens ici sont tout juste sortis du berceau. Il a été annoncé qu'une personne tout à fait exceptionnelle viendrait remonter le moral des élèves de première année de la classe spéciale. Il a occupé le poste de commandant en chef pendant la guerre contre l'Empire d'Orient il y a 20 ans. Il devint également un héros qui mit fin à l'invasion de l'Empire grâce à son ingéniosité. Il s'agissait du doyen de l'Académie, Howard Draker. Il était vénéré comme un héros de guerre et un génie tactique. Mais la vérité, c'est que les informations qu'il a données à l'ennemi pour sauver sa peau ont tout simplement choqué les autorités. Cet homme était un traître qui a simplement eu de la chance. Et à cause de lui, Zeke a été renvoyé de l'Académie. Il avait perdu le seul endroit auquel il pouvait appartenir, et il fut donc contraint d'errer à travers le duché de Troyes. Il a finalement été arrêté et vendu à un cartel du Sud. Zeke décida de se venger de lui. Après les paroles du doyen, tous durent immédiatement commencer l'entraînement de base, tous durent prendre leurs épées et se rendre dans l'arène. C'était une salle omnisport de catégorie spéciale. Même les élèves de la classe spéciale devaient apprendre l'art de tuer les dragons. Dans sa vie antérieure, Zeke ne savait pas comment utiliser l'aura. Il a consacré 2 ans de sa vie à apprendre ce qui aurait pris 3 mois à une personne moyenne. L'enseignant salua les cadets. Il s'agissait du chevalier de la rose, Andrei Draker. Il était censé leur enseigner l'art de tuer les dragons. Les cadets furent surpris de constater son jeune âge. Zeke, j'ai appris à bien le connaître. Bien qu'il ne soit pas un éveillé de sang pur, il a obtenu son diplôme de l'Académie avec 1 an d'avance et celui de Valhalla avec les félicitations du jury. Génie exceptionnel, il porte le nom de Draker. Les professeurs des classes spécialisées étaient d'un tout autre niveau. Il était également connu pour son caractère inflexible. André exigea le silence. Si tout le monde avait fini de bavarder, il aimerait commencer la leçon. Il ordonna aux cadets de dégainer leurs épées. Soudain, quelque chose attira son attention. Il demanda à Zeke quel genre d'épée il possédait. Il décida de le démontrer clairement. Il a alors répondu que c'était son épée d'entraînement. André lui dirait immédiatement d'aller à l'arène. Il a rappelé que le choix de l'épée dépend des capacités physiques du nageur. Zeke savait que cela allait arriver, alors il a délibérément sorti son épée pour frimer. Il répondit alors qu'il était capable de vaincre l'instructeur avec cette épée. Après tout, ce sera plus facile et plus rapide s'il démontre clairement toutes ses compétences. À ce moment précis, la compétence d'activation, défense mentale indomptable, a été activée. L'instructeur le comprenait.
C'était une provocation si Zek voulait étudier de cette manière. S'il parvient, ne serait-ce qu'à toucher le corps d'André avec sa lame, alors il le libérera non seulement de la punition pour l'impolitesse dont il a fait preuve, mais aussi des leçons tirées de l'art de détruire les dragons. André a promis qu'il n'utiliserait pas son aura contre lui. Zeke pourrait facilement le vaincre, connaissant toutes ses faiblesses. Sachant qu'Abel était surveillé, attirer l'attention sur lui était très dangereux. Il a donc décidé de le frapper et de perdre. L'épée de Zeke s'abattit vers l'avant. Il effectua un puissant mouvement de balancier et la lame se trouvait maintenant presque au niveau du cou d'André. Mais il parvint à dévier le coup. Mais tout s'est déroulé comme prévu de la part du chevalier bleu. Il est apparu immédiatement que ce serait facile. Zeke continue de tenter de toucher l'instructeur. Le représentant officiel des chevaliers, André, était d'un tout autre niveau. Alors tout le monde a regardé, impuissant, Zeke, ne pas parvenir à le toucher pendant une demi-heure. C'était assez épuisant. André n'arrivait pas à comprendre l'endurance dont ce garçon était capable. Il réprima son aura, mais il sentait déjà qu'il pouvait perdre face à ce cadet. L'existence des sangs purs était injuste, et Zeke connaissait ses faiblesses, notamment son endurance médiocre. Et le fait qu'il réprimait son propre mana n'arrangeait rien. La méthode de culture de l'aura des Drakers était réputée pour son originalité. L'aura s'activait pendant l'entraînement, les tâches quotidiennes, les repas et même le sommeil. Cet état est devenu partie intégrante de la vie, comme la respiration. Il s'est avéré qu'André avait pratiquement cessé de respirer. Son style d'escrime peu conventionnel réduisait encore davantage son endurance. Eh bien, perdre comme ça ne semblait pas très juste. Apparemment, il n'y avait rien à faire. Zeke a dû le forcer à utiliser son aura. Après tout, il était inutile de lancer des attaques qui pouvaient être facilement contrées. Il fallait faire quelque chose pour qu'il utilise son aura inconsciemment. Par exemple, créer une situation extrême. Et ses actions ne se sont pas fait attendre. Zeke s'éleva dans les airs tel un ninja. Une fois atterri, il courut vers André. Et il n'en croyait pas ses yeux. Zeke a commencé à utiliser la compétence pas rapide. Puis il a activé la taxe sur les grèves critiques. À ce moment-là, André se demanda où le cadet avait bien pu apprendre ses pas rapides. Du coin de l'œil, il aperçut un mouvement derrière lui. Il vit la lame de l'ennemi voler vers lui. Et à ce moment-là, il a involontairement utilisé son aura. C'était l'art de tuer les dragons. Il s'agissait de la première partie, intitulée « Un morceau de ciel ». Zeke était heureux que son plan ait fonctionné. André lui lança un coup dévastateur en utilisant son mana. Les cadets les regardaient sans les quitter des yeux. Mais c'était vraiment sacrément difficile. Zeke a même dû activer son facteur de guérison. Tout était fini. Il était temps de s'évanouir. André remit son épée dans son fourreau. Il se retourna en silence. Et en partant, elle a déclaré que ce cadet ne pourrait plus assister au cours. Dans le même temps, j'ai demandé s'il y avait d'autres cadets qui souhaitaient bénéficier d'une exemption. Mais un silence complet régnait dans le hall. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de volontaires. À ce moment-là, Zeke avait déjà été emmené à l'hôpital, bien qu'elle comprenne que tout s'était plutôt bien passé. Bien qu'il ne puisse pas toucher André, il l'a forcé à utiliser son aura et à reconnaître ses capacités. Il a finalement été puni, et Zeke a eu du temps libre. Il a gagné. La dernière attaque d'Andry était la technique la plus élémentaire dans l'art de tuer les dragons. Mais cette technique fut utilisée par le chevalier bleu, et sa puissance était tout simplement incroyable. Quoi qu'il en soit, Zeke pourrait tout de même vaincre le chevalier bleu, compte tenu de son endurance illimitée et de sa capacité de guérison. Mais cela ne suffisait pas pour vivre librement. Par conséquent, Zeke devait absolument acquérir une puissance irrésistible. Un homme qui ne se laissera pas soumettre par quiconque. Mais soudain, un étranger apparut à côté de lui. Cet homme l'appelait le plus jeune fils d'Arthur. Les yeux de Zeke s'écarquillèrent. Et il ne comprenait vraiment pas de qui il s'agissait. Il ne pouvait rien sentir malgré la forte odeur d'alcool. Cet homme, une bouteille à la main, voulait savoir comment il avait réussi. Mais il s'est aussi accordé beaucoup de choses. L'inconnu a claqué la bouteille sur la table et lui a dit d'arrêter de faire semblant de ne rien comprendre. Il savait que Zeke avait récemment subi un coup dur, mais sa blessure disparut instantanément. L'homme avait peut-être ressenti l'effet du facteur de guérison. Zeke activa sa capacité de défense mentale, mais se rassura ensuite en se disant que personne à l'académie ne connaissait les techniques de guérison. L'étranger a immédiatement demandé à ce spectacle d'arrêter.
Soudain, j'ai vu sa main se précipiter vers lui dans un coup. Il a pu s'en remettre rapidement. Zek en conclut qu'il pourrait s'agir d'un tueur à gages. Il a eu recours à une ruse et s'est caché derrière un drap. À ce moment-là, il était épuisé et ressemblait à un fantôme. À ce moment-là, l'instinct de Zek le déclencha et il activa toutes ses compétences. Il comprit que s'il ne tuait pas l'étranger, il le tuerait lui-même. Mais à ce moment-là, un homme étrange intercepta son énorme épée à main nue. Il a été impressionné par la capacité de Zeke à s'adapter à la situation. Cela lui rappelait quelque chose. Cette capacité était comparable à celle des mercenaires. L'étranger a également pris un drap sur le lit. Zeke s'efforçait de comprendre qui se tenait devant lui. Peut-être savait-il quelque chose de sa vie antérieure. Il tenait l'épée du bout du doigt. Et puis il l'a vomi. Zeke comprit alors de quoi il parlait. L'écart entre leurs capacités était immense. Tellement grand que si l'étranger l'avait voulu, il aurait facilement pu éliminer Zeke. Il était bien plus fort que le Chevalier Rouge. À ce moment-là, un visiteur entra dans la salle. Se retournant, Zeke aperçut André. André a reconnu l'invité surprise. Il s'agissait de Dexter, le jardinier. André l'a aperçu dans la salle d'entraînement et a compris qu'il pourrait venir ici. André ordonna au cadet de reprendre ses études puisqu'il avait terminé son traitement. Finalement, Dexter l'invita dans sa serre occidentale de l'académie. Promettant de montrer quelque chose d'utile, Zeke réfléchit un instant. Puis, souriant, il a poliment décliné. Dexter s'était mis à hurler que ce salaud était le même salaud qu'Arthur. Zeke comprit naturellement que cet homme n'était pas le jardinier. Peut-être avait-il l'autorité nécessaire pour appeler le dirigeant actuel par son nom. Il s'agissait très probablement du même homme qui n'avait eu qu'un seul élève, André de toute sa vie. Chevalier de la tempête, duc Drakkar, l'un des 4 chevaliers qui possédait une telle puissance qu'il était capable, à lui seul, de conquérir un royaume entier. La rumeur courait qu'il avait disparu sans laisser de traces. Personne n'aurait pu deviner qu'il s'était réfugié à l'académie. Peut-être qu'André était venu ici à cause de lui. Quand il disait « duc », il désignait un homme d'une ténacité effrayante. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles il aurait reçu le titre de chevalier noir uniquement parce qu'il aimait la couleur noire. 843. Duke a maintenant commencé à manifester beaucoup d'intérêt pour le boxe, mais un entraînement simple, basé sur un simple intérêt, était exactement ce dont il avait besoin. S'il voulait apprendre quelque chose, il devait découvrir son secret. Zeke devait transformer sa curiosité en ténacité. À ce moment-là, des cours étaient en cours à l'académie. Le professeur de théorie magique de l'académie Fanon donnait une conférence, mais ses élèves dormaient à ce moment-là. Mais soudain, une réaction s'est fait entendre dans le public. C'était Zeke. Il a demandé qu'on lui répète la loi de transfert d'énergie mentionnée précédemment. À ce moment précis, il devint l'élève préféré. Personne dans cette académie n'avait jamais posé de questions au professeur. Alors que tous les cadets rêvèrent de quitter le cours pour se reposer, il répétait sans cesse qu'il n'avait pas affaire à un professeur ordinaire. Au moment où Zeke s'apprêtait à partir, le professeur l'appela. Il a demandé ce qui s'était passé. Le professeur l'invita à venir à son laboratoire à tout moment et à poser toutes les questions qui l'intéressaient. Zeke avait raison, ce n'était pas un mage ordinaire. Un diplômé de l'université magique de Delphoa, berceau de la magie. Il accepta l'offre avec joie. Il n'y avait rien de mal à se rapprocher d'un mage. Les mages doués en mathématiques étaient généralement des esprits flexibles. Ils étaient des collègues bien plus agréables que les chevaliers rigides. Il ne reste plus qu'une question à laquelle répondre. Ce professeur sera-t-il utile? Sur l'un des bancs, Zeke aperçut ce même jardinier. En réalité, il l'attendait depuis tout ce temps. Il a demandé pourquoi le cadet n'était pas venu à la serre. Duke Drakkar comprenait parfaitement que Zeke savait pourquoi il l'avait convoqué là-bas. Mais il continuait de faire semblant de ne pas être intéressé. Ça a commencé à énerver Duke. Il lui a suggéré de faire une pause dans ses cours principaux. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il voulait lui dire. Zeke réalisa trop tard ce qu'il voulait faire. Et il m'a frappé dans le dos. Zeke a décidé de l'acheter lui-même car attendre une semaine était trop difficile pour Duke. Il se réveilla donc dans la serre ouest. À côté de lui se trouvait ce même étrange jardinier. Zeke a demandé s'il l'avait kidnappé. Et Duke l'a confirmé. Ce petit l'intéressait beaucoup. Puisqu'il ne cachait rien, il était apparemment très impatient. Zeke activa ses pas rapides et décida de s'enfuir. Mais Duke a réussi à le devancer.
Zeke fit rapidement demi-tour et décida de courir dans l'autre direction. Eh bien, à cet endroit, la main du jardinier est devenue un obstacle. Il ne le prenait toujours pas au sérieux. Zeke décida de découvrir ce qui l'intéressait exactement chez lui. Duke s'intéressait à la façon dont ses blessures internes avaient en guéri instantanément. Souriant, il a dit que s'il était si intéressé, il n'avait qu'à le faire répondre. Duke réfléchit un instant, et l'instant d'après, il a disparu. Zeke n'en croyait pas ses yeux. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre où il était allé. Il n'avait même pas remarqué que l'épée s'approchait de lui à une vitesse fulgurante. L'épée la plus acérée s'arrêta à 1 centimètre de sa tête. Zeke repoussa l'épée. Puis il a rapidement saisi sa poignée. Il s'avança et demanda à Duke ce qu'il faisait. Et il a proposé un pari à Zeke. S'il parvient ne serait-ce qu'à toucher le jardinier, il lui accordera un vœu. Et s'il refuse, alors il devra tout avouer. Zeke a accepté ce pari. Duke n'arrivait toujours pas à comprendre qui était cet homme devant lui. 3 heures s'étaient déjà écoulées. Il avait bien plus qu'une bonne endurance. La situation était complètement différente. Son endurance et ses blessures furent instantanément rétablies. Ce garçon n'était pas facile. Zeke a activé son facteur de guérison et son endurance infinie. Il aurait pu tenir comme ça toute la journée et ne pas gagner pour autant. Le pouvoir du dragon s'avéra très dangereux pour Zeke. C'est pourquoi il ne l'avait pas utilisé auparavant. À l'opposé du chevalier noir, c'était précisément cela. C'était un adversaire de taille. Il était nécessaire de continuer. Duke appréciait beaucoup l'expression sur le visage de Zeke. C'est exactement comme ça que ça aurait dû se passer. Zeke était prêt à encaisser n'importe quel coup. Il accéléra le pas. Mais Duke attendait plus de lui. Il répéta la même technique, et bien qu'il fût rapide, comparé à Andrei ou à la fille de Turune, il n'était personne. Mais la malice de Zeke surpassait son entêtement. J'aurais peut-être dû utiliser un peu d'aura. Zeke activa le pouvoir du dragon. Duke n'a pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Zeke l'a rendu invisible. Eh bien, il lui sera difficile de retrouver Duke. Il n'avait même pas remarqué que l'homme était déjà derrière lui. La vision du dragon lui vint en aide. La lame de Zeke fonçait déjà sur l'ennemi. À ce moment-là, Duke le remarqua. Et à ce moment-là, il ne restait plus qu'une trace de lui. Apparemment, c'était le coup secret de Duke. On comprend maintenant pourquoi on l'appelle le chevalier de la tempête. Il a crié à Zeke « Allez !» Mais il ne comprenait même pas ce qui se passait. Il le frappa sèchement et suggéra de considérer le match comme nul. Du sang jaillit de la bouche de Zeke. L'épée tournoyait haut dans les airs. En raison d'une utilisation excessive de ses compétences, sa fatigue a dépassé la limite admissible. Et le système a désactivé de force sa conscience. Zeke se réveilla dans sa chambre. Il en conclut que c'était Duke qui l'avait amené ici. Zeke était content d'avoir failli gagner. Il attendait tout cela du chevalier noir. Il tenta de baisser sa garde en répétant sans cesse la même attaque. Il commença alors à utiliser le pouvoir et la vision du dragon. Zeke voulait frapper, mais hélas, ce n'était pas suffisant. Le coup que Duke a utilisé à la fin était sans aucun doute son arme secrète. Zeke était heureux d'avoir pu le voir malgré tout. Duke exerçait des mouvements automatiques et incroyablement rapides grâce à un corps extrêmement bien entraîné. C'est sans doute cette technique secrète qui a permis à Andrei, qui avait une faible endurance, d'atteindre le niveau d'un chevalier rouge. C'était certes un peu dommage qu'il ait raté l'occasion d'apprendre cette technique secrète. La puissance du dragon exerçait une pression si énorme qu'elle fit même hésiter le chevalier noir. Soudain, une notification système est apparue, proposant de lire le message. Finalement, l'âme de Seka s'est séparée grâce à la force de volonté dont elle a fait preuve. La fonctionnalité suivante pourrait être activée à l'aide de points de karma. Il avait désormais accès à beaucoup d'équipements intéressants. Zeke décida de l'activer. Il fallait maintenant choisir l'article désiré. Il pouvait activer ses compétences, simplement en y pensant. Placer des objets aurait dû fonctionner de la même manière. Zeke a conservé tout ce qui était là. Mais soudain, la clé mort disparut, bien que Zeke ait occupé 2 des 28 cellules disponibles dans l'inventaire. En effet, pour extraire un objet, il fallait y réfléchir. C'était même mieux que le stockage sous-spatial classique. Bien sûr, cet objet était cher, mais trouver un écrin convenable pour le ranger n'était pas chose facile. Zeke pourrait également augmenter son espace d'inventaire en utilisant des points de karma. Mais cette fonction n'était exercée que par un administrateur de bas rang. Si la valeur de ces points était élevée,
Zek devra probablement revoir ses plans. À ce moment-là, Decker entra dans la pièce. Il apporta un message au maître. C'était une lettre de Dexter, le jardinier. Il était impossible de parler d'échec total. Duke lui proposa de combattre. Et en échange, il pouvait venir quand il le souhaitait. Apparemment, c'est exactement ce qu'il entendait par match nul. Il s'est avéré qu'il était encore possible de découvrir sa technique secrète. Decker avait encore une chose à lui dire. Il a trouvé le forgeron dont ils avaient parlé auparavant. Mais il y avait un problème pour le voir. Après tout, le forgeron avait refusé de rencontrer Zek. Il y avait un détail supplémentaire. Il ne participait plus à la fabrication d'armes. Zeke se rendit tout de même lui-même chez le forgeron. Cet atelier portait un nom très pompeux, le souffle de Papnir. Zeke regarda pour voir si quelqu'un était là. L'épée étincelante de Graham est un chef-d'œuvre forgé par Galéon. Il prétend que c'est le paiement pour lui avoir sauvé la vie. La rumeur court que son surnom, forgeron d'âme, vient du fait qu'il lit dans l'âme de ses clients avant de forger leurs armes. Et il a fait honneur à ce titre en créant une épée dotée de la capacité dont il avait le plus besoin, celle de remplacer Éther par Aura. Le plus grand forgeron du continent a forgé cette épée. C'était le forgeron d'âme Galéon Albert. Zek se souvenait qu'il avait été assez difficile la dernière fois aussi, mais on n'en était jamais arrivé là. Puis les armes blanches entrèrent en jeu. Zeke l'a aspergé d'un seau entier d'eau glacée. Cela aurait dû faire revenir Galéon à la raison. Zek demanda si la douche froide lui avait permis de reprendre ses esprits. Il voulait savoir pourquoi il avait refusé son offre. En regardant les gants, le forgeron réalisa que c'était Dracker qui se tenait devant lui. Pendant une seconde, il se leva d'un bond et commença à s'excuser pour l'indignation dont Zeke avait été témoin. Eh bien, il a commencé à expliquer qu'il ne prenait pas d'ordre parce qu'il était incapable de faire lui-même ce qu'il voulait. Zek fut surpris de constater que même Galéon avait traversé une période similaire dans sa vie. Il était déjà le plus grand forgeron du continent lorsque Zek l'a rencontré, et Galéon ne lui a jamais dit quel genre de vie il avait mené auparavant. Il ne souhaitait sans doute pas révéler un passé aussi honteux, mais Zek ne pouvait pas attendre 10 ans qu'il reprenne ses esprits. Galleon Harbor, nous sommes sûrs qu'il est un forgeron incapable de quoi que ce soit. Zek a demandé à lui montrer quelques-unes de ses œuvres. Le forgeron décida finalement de l'emmener dans la cour arrière. Il fallait maintenant remettre ce type sur le droit chemin. Toutes ses œuvres étaient exposées dans la cour arrière. Beaucoup d'entre eux s'en sont très bien sortis. Zeke décida de les examiner de plus près. Il prit l'une des épées, mais le forgeron l'avertit que, bien qu'elles fussent loin d'être parfaites, elles étaient encore très tranchantes. Tous ces produits n'ont pas été des échecs. Elles étaient d'une qualité identique à celle qu'il avait forgée, devenant ainsi les meilleurs du continent. Pour une meilleure vue, Zek activa sa vision de dragon. Et soudain, il demanda au forgeron s'il avait des problèmes avec le brasero. Galéon fut surpris par cette question. Zeke se souvenait parfaitement qu'il avait sa propre technique de fusion, bien à lui. Il utilisait plusieurs types de métaux pour créer un matériau plus raffiné et plus léger. Zek frappa le sol de son épée, mais la durabilité de ses produits s'est avérée décevante. Cela s'est produit parce que les impuretés présentes dans les métaux n'ont pas été correctement éliminées lors du processus de calcination. Zek a non seulement appris sa méthode de fusion, mais il a également trouvé le défaut principal et sa cause. Il décida tout de même de lui poser sa question. Il voulait demander quelque chose. Galéon l'a fait entrer dans le bureau et lui a demandé de regarder une chose. C'était un complot. Ils restèrent silencieux et la regardèrent. C'était le secret de Galéon, qu'il avait découvert il y a bien des années, le plan d'un brasero magique. La température intérieure était maintenue par magie. Zek était certain qu'avec cette invention, sa méthode de fusion deviendrait irréprochable. Il demanda pourquoi le forgeron ne lui avait pas encore donné vie. Pour ce faire, il avait besoin d'un schéma illustrant la loi de l'énergie mana, mais la commission de la tour magique s'élevait à 10 000 pièces d'or. Il aurait peut-être fallu 10 ans à Galéon pour réunir cette somme. C'est pourquoi il a décidé de se tourner vers Zeke Dracker. S'il aide avec le brasero, le forgeron exécutera tous ses ordres. Obtenir une telle somme d'argent était assez problématique même pour Zek, mais il ne pouvait pas non plus refuser l'épée de Graham. Je viens d'avoir une idée. Après tout, le problème résidait uniquement dans la loi de l'énergie mana. Zek accepta et emporta le dessin avec lui. J'ai décidé de me renseigner auprès d'un magicien que je connais. Finalement, il conseilla au forgeron d'arrêter de boire.
Mais il était déjà en larmes et le nez qui coulait, remerciant son sauveur. Zeke a promis de le contacter dès qu'il aurait des nouvelles. Il se dirigea vers le département d'investigation de l'Académie Draker. En chemin, il se demandait pourquoi les prix de la tour de magie étaient en net si élevés. La spécialité de Fanon est l'élaboration des lois de l'énergie mana. Il s'agissait de ses travaux de recherche. Elle l'a trouvé quelque part dans les environs, quelque part dans cette ruelle, mais une surprise l'attendait là-bas. L'un des cadets a imploré sa pitié, et Léon Conrad l'accompagnait. Le garçon, en larmes, le supplia de lui pardonner d'avoir osé le toucher. Il l'a plaqué face contre terre et l'a appelé Zeke. Et en guise de récompense, il lui promit de lui rendre la terre qu'il avait souillée. Le malheureux remercia Sir Léon à genoux. Zeke ne pouvait pas rester insensible à un tel spectacle. Léon continua de battre le malheureux homme. Et tout cela est dû à la haine envers Zeke. Il ne supportait pas la lueur dorée à son réveil. Léon trouvait cela complètement absurde. Il était certain de ne pas avoir perdu contre lui à cause d'une attaque surprise. Il était hanté par l'idée que de tels déchets puissent être un éveillé de sang pur. Léon n'arrivait pas à comprendre. Soudain, il entendit quelqu'un l'appeler Freckles. Zeke affichait un large sourire, trouvant très amusant la rapidité avec laquelle il avait trouvé un remplaçant. Mais soudain, le sourire disparut de son visage. Il a donné 3 secondes à Léon pour retirer ses mains de l'homme. Ces mots ont rendu Léon furieux. Il trouvait que Zeke était devenu trop arrogant depuis son réveil. Zeke ordonna « À genoux ». Léon fut surpris par cette déclaration. C'était une pression terrifiante. Il y a à peine 2 mois, Zeke rampait à ses pieds, et maintenant, c'était lui qui était à sa place. Léon a sifflé qu'il ne pouvait pas lui dire ce qu'il devait faire. Il a ordonné à ses hommes de frapper Zeke, mais il les a calmement avertis qu'ils devraient changer par la suite, en fonction de ce qui s'était passé. Il s'est remis du premier coup sans difficulté. Les agresseurs ne s'attendaient pas à ce qu'il soit capable de faire cela. L'instant d'après, Zeke lui asséna une prise, et il s'est instantanément retrouvé au sol, le visage fracassé. Les assaillants suivants ont également subi le même sort. Zeke les a manipulés comme des poupées. Ils s'envolèrent sur le côté l'un après l'autre, et Zeke les a de nouveau anéantis. Et encore une fois! Et lui-même n'a pas raté un seul coup. Léon ne pouvait qu'assister à ce fiasco. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Léon n'arrivait pas à croire que ce n'était pas le Zeke Draker qu'il connaissait. Et maintenant, c'est au tour de Léon. Il empoigna son épée et se mit à crier que si Zeke s'approchait de lui, il le réduirait en morceaux. Il dégaina son épée à l'extérieur de l'arène. Et Zeke lui rappelle ce que cela signifie. Léon a tenté de l'arrêter, mais celui-ci avait déjà déclaré qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires à son encontre. Ce combat était censé se terminer par la mort de l'un d'eux. Liam Stone a été cité comme témoin. Il était temps de continuer. Zeke était très déterminé. Tombant à genoux, Léon s'assit dans sa propre flaque d'eau et supplia Zeke de l'épargner. Il a supplié qu'on le laisse partir. Zeke ne rangea pas son épée. Il se souvenait de cet homme et de la façon dont il avait supplié Léon. Zeke ne pouvait pas pardonner à cet imbécile. Et il brandit son épée. Il décida de prendre l'oreille de Léon en guise de paiement. Il se prit la tête entre les mains et des filets de sang coulèrent le long de son bras. Et Zeke le prévint en partant. Si elle était encore là lors de leur prochaine rencontre, il y perdrait la tête. Zeke attrapa Léon par les cheveux. Nous l'avons jeté face contre terre de toutes nos forces. Au moment où Zeke s'apprêtait à partir, quelqu'un l'appela. C'était ce type-là. Il a demandé pourquoi Zeke l'avait aidé. Et il a répondu qu'il n'y avait pas pensé. Après tout, il ne l'a pas aidé. Il s'est servi lui-même. Peut-être était-ce le galion qui avait eu cet effet sur lui. Il a failli le dire à voix haute. Finalement, Zeke arriva au laboratoire de recherche de l'Académie. Le professeur de comptabilité a affirmé que ce qui était représenté dans le diagramme pouvait être créé. Avant toute chose, il fallait tout écouter. Le problème se situait au niveau du noyau responsable de la puissance de sortie. Le noyau était le cœur de cette machine. Il était peut-être petit, mais incroyablement puissant. Le professeur n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il y avait 2 façons de rembourser cette dette de son vivant, et il voulait légèrement modifier le dessin. Mais cela pourrait prendre 10 ou 15 ans. La seconde option aurait permis d'éviter les modifications et de recourir à une solution alternative. Cependant, cela aussi aurait pu prendre un temps considérable. Pour cela, une pierre de mana à haute densité était nécessaire. Zeke comprit qu'il parlait d'un artefact ancien qui ne pouvait pas être créé à l'aide des technologies modernes.
Cependant, d'autres objets étant beaucoup plus difficiles à trouver que cette pierre. Ils pouvaient être achetés pour 3000 pièces d'or. Zek aurait pu être renvoyé d'ici si quelqu'un avait découvert qu'il pouvait utiliser l'aura, mais il ne pouvait pas attendre 15 ans non plus. Mais ce montant était trop important. La plupart pensaient qu'il utilisait son aura à cause de ce qui s'était passé pendant le rituel, mais il s'agissait simplement de la réaction de la statue à l'éther et à la guérison. Il ne pouvait toujours pas utiliser son aura. L'éther était considéré comme une force difficile à maîtriser pour les humains. Il ne pouvait utiliser aucune technique d'épée nécessitant de l'aura, à l'exception de la technique esprit de l'âme. Mais avec lui, il ne pouvait que renforcer son corps. Aura était bien plus facile à utiliser et plus polyvalente. Il lui fallait donc l'épée étincelante de Graham. Il lui fallait maintenant trouver où se procurer cette pierre. Le professeur a estimé que l'auteur de ce dessin était une personne unique. Mais même parmi les vestiges de l'âge d'or, il était difficile de trouver quelque chose comme ça. En entendant cela, une idée vint à l'esprit de Zik. Il a demandé au professeur de prendre soin des dessins jusqu'à son retour. Le professeur a même cru un instant qu'il suggérait de consacrer 15 ans à ce projet. Mais il n'en était rien. Zek savait où il pourrait se procurer la pierre dont il avait besoin. L'âge d'or est une guerre de libération durant laquelle les peuples ont tenté de se libérer du joug des dragons. L'histoire s'achève par la victoire de Terakan Draker sur le dragon maléfique Bahamut qui apporte des siècles de paix à l'humanité. Les reliques antiques découvertes dans l'antre du dragon étaient alors les vestiges de l'ère du roi héros, l'apogée de la magie. Toutes les reliques découvertes possédant une technologie et une magie qui dépassaient les normes modernes. Parmi elles se trouvait une pierre de mana à haute densité, capable de satisfaire les besoins en mana d'un village entier, une relique de l'époque du roi Eros. Bien que la bibliothèque centrale soit rarement utilisée, elle a été conservée telle qu'elle, car on pense qu'elle a été fondée par Terakan lui-même. Lors de l'agrandissement des archives, des vestiges de l'âge d'or ont été découverts, ce qui a incité une tour magique et le grand mage du Nirvana, membre des 3 grandes familles, à se joindre aux fouilles. Ces derniers mois, d'innombrables vestiges de l'âge d'or ont été mis au jour et la nouvelle a été diffusée dans le bulletin d'information continentale. Ce projet devrait aboutir dans 10 ans. Personne n'a encore découvert ces reliques, ni même entendu parler de leur existence. Mais vous pourriez chercher l'entrée toute la journée et ne toujours pas la trouver. Zik activa sa vision des dragons. Il commença à déambuler entre les étagères de livres et regarder autour de vous dans le hall. Au détour d'un virage, il trouva ce qu'il cherchait. Il fallait frapper à cette porte. Un son sourd devait se faire entendre en réponse. Zik a utilisé l'âme spirituelle et a coupé. L'éther n'a d'autre utilité que la compétence âme spirituelle qu'il a apprise de son maître. Puisque l'éther matérialise la volonté de l'utilisateur, certaines propriétés peuvent lui être appliquées. Mais tout a ses inconvénients. L'utilisateur doit dépenser une grande quantité d'éther pour effectuer la moindre action. Utiliser l'âme spirituelle était assez difficile. Mais Zek a réussi, et il est descendu sain et sauf. La pièce du dessous était éclairée par des torches. Mais le bulletin d'information n'indiquait pas que la profondeur était aussi importante. Soudain, Zek entendit des bruits. Il faudrait au moins 10 ans avant que quelqu'un ne découvre ces ruines. Quelqu'un a-t-il déjà réussi à trouver cet endroit? En scrutant l'obscurité, il aperçut des squelettes. Dans leur entourage, il y avait des pelles et des pioches. Zek a activé sa compétence de coup critique. Cela aurait dû être assez simple. Un seul de ses coups de balle a fait voler pelles et crânes. Sonia a détruit 2 squelettes. Zik a reçu 2 points de pénalité. Et puis il se souvint qu'il pouvait gagner des points en détruisant des monstres. Zik décida que le moment était venu de marquer des points, et il courut joyeusement vers les monstres. En chemin, il détruisit un autre squelette. Au total, il a détruit 20 squelettes. Zek décida de voir ce qu'il pouvait débloquer avec les points qu'il avait gagnés. Il décida d'activer la fonction mini-carte. C'était un peu comme une carte magique. À un endroit précis de la carte, il a aperçu une icône intéressante. En cliquant dessus, il l'a transformée en 3D. C'était tout simplement merveilleux. Zek remarqua que l'une des pièces était mise en évidence par une couleur différente. C'était un entrepôt. Il a fallu plusieurs années aux équipes de recherche pour la retrouver, mais lui a réussi à le faire en quelques minutes. La carte elle-même lui indiquait le chemin à suivre jusqu'à cet endroit.
J'ai regardé le trajet et je n'arrive pas à y croire. Il était assez difficile de se perdre ici. D'immenses portes l'attendaient sur le chemin de l'entrepôt. Il lui fallait maintenant trouver comment les ouvrir. Zek était certain qu'il n'allait pas se confier aussi facilement. Il posa la main sur la porte. Tout lui devint clair. Un sort de protection a été jeté sur la porte. La raison pour laquelle la tour magique et le mage suprême du Nirvana furent attirés par cette porte devait être due à cette porte. Sans le gant, Zek aurait pu perdre sa main. Il savait qu'il ne pourrait pas supporter le sort et a demandé au système de lui ouvrir la porte. Le système n'a pas réussi à activer le dispositif automatique et a suggéré d'activer le dispositif manuel. Il s'est avéré que le système réagissait aux paroles de Zek. Il pouvait parler au système. Zek décida alors de lui demander pourquoi elle l'avait fait régresser. Mais le système n'a pas pu répondre à cette question. Elle n'a pas non plus su répondre à la question de savoir qui l'avait fabriqué. Il s'avère qu'elle n'a répondu à aucune question importante. Il lui a alors simplement demandé d'ouvrir la porte. Le garde-manger commença à s'ouvrir. Zek n'aurait jamais imaginé que ce serait aussi facile. Des coffres au trésor l'attendaient à l'intérieur. Elle regorgeait de reliques et de trésors précieux. En trouver ne serait-ce qu'un seul relevait presque du miracle. Il y avait là une quantité inimaginable de bonté. Zek a décidé de tout prendre. Et finalement, il trouva ce qu'il cherchait, pierres de mana à haute densité. Il y en avait 4. Zek décida d'agrandir son inventaire de 4 zlotys pour un point de mana, mais il n'y avait pas assez de place pour tout ranger. Il devra peut-être revenir ici jusqu'à la fin de ses études. C'est suffisant pour aujourd'hui. Soudain, il entendit des bruits étranges. L'énergie commença à se répandre dans tout le garde-manger. C'était un sentiment inquiétant. Zek posa la main sur le mur pour tout vérifier. Eh bien, il l'a immédiatement retiré. Des signes ont commencé à apparaître autour de lui, et les coffres commencèrent à s'éloigner de lui. L'énergie commença à se concentrer autour de Zek. Il a demandé au système où il se trouvait maintenant. Vous avez répondu qu'il se trouve actuellement chez le tueur de dragons. Le bulletin d'information n'a rien mentionné concernant la pièce remplie de cercueils. Zek décida de regarder la mini-carte. Ce n'était pas loin de son emplacement précédent, mais il n'y avait pas de passage direct vers la maison du tueur de dragons. Il pourrait s'agir d'une zone cachée qui n'a pas encore été découverte. À l'intérieur du tombeau se trouvaient des armures. D'après le système, il s'agissait d'un équipement exclusif aux tueurs de dragons. Elles devaient être différentes des armures de l'âge d'or. Il y avait comme un trou derrière eux. Cela a beaucoup intéressé Zek. Il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Il a installé l'équipement de tueur de dragons à batterie de mana et il l'a activé. Il a trouvé cela très intéressant à regarder. Eh bien, soudain, l'armure s'est mise à bouger. Zek comprit que quelque chose s'était passé. Soudain, le système a averti qu'une explosion était imminente et a recommandé de se mettre à l'abri. Il s'est avéré que la source d'énergie de cette armure ancienne était une pierre de mana à haute densité. Zek était curieux de savoir quelles caractéristiques les amenaient à nécessiter de si grandes sources d'énergie. Il décida d'interroger Fanon à ce sujet et, entre-temps, poursuivit ses recherches. Toutes les autres chambres étaient vides, il n'en restait qu'une. Il n'y avait qu'un cube de verre dans cette pièce. Il a demandé des informations le concernant au système. Et je n'en croyais pas mes yeux. C'était l'œuvre de Terrakan Draker. Son héritage était caché dans le cube, le cœur du dragon maudit Bahamut. Cela expliquait le mauvais pressentiment qu'avait éprouvé Zek en entrant dans le garde-manger. Mais, à présent, il éprouvait des sentiments complètement différents. Le cœur du dragon maudit réagit à l'administrateur. Il lui a alors ordonné de tous les tuer. Zek activa une défense mentale indomptable. Il ne comprenait pas pourquoi il devait les tuer. Eh bien, une sorte d'énergie sombre a commencé à pénétrer en lui. Elle était partout. Zek ne pouvait aller nulle part. Une quête urgente fut donc déclenchée. Il devait se débarrasser d'une puissante malédiction. En récompense, il reçut le droit de posséder le don de Terrakan. Ses défenses mentales ne fonctionnaient plus. Une énergie noire le consumait. La seule pensée qui lui traversait l'esprit était qu'il devait tuer. Et il doit aussi se soumettre pour être libre. Zek voulait qu'il arrête de marmonner. Mais la liberté n'était pas la liberté pour une raison. Le cube de verre se brisa en 1000 morceaux. Zek surmonta la malédiction. Il activa rapidement son facteur de guérison et son endurance infinie. Le système a signalé qu'il avait commencé à absorber le cœur du dragon maudit. Il s'est envolé et s'est dirigé vers lui. Quelque chose d'inhabituel allait se produire.
Une source de mana pure et dense pénétra en lui. Mais il ne possédait aucun cercle pour recevoir du mana. Sans un endroit pour stocker toute cette mana, elle pourrait détruire son corps. Il devait faire quelque chose d'urgence. Zik activa l'âme spirituelle et le sceau. Grâce à l'éther, il voulait ouvrir Manu. Puis, scellez-le dans le trou éthérique. Et il a réussi. Une seconde plus tard, il y eut une explosion. Un grand cratère s'est formé à l'endroit où se trouvait le cube. Le mana pénétrait chaque cellule de son corps. Il pensait déjà qu'il ne pourrait pas y faire face. Il semble que tout se soit bien passé. Il a survécu. Zek est allé inspecter les cratères. Le cœur n'était plus là. Apparemment, ce mana appartenait réellement à Bahamut. Eh bien, soudain, il remarqua quelque chose d'intéressant. Dans son reflet, elle vit une sorte de signe sur elle-même. Peut-être était-ce parce qu'il avait scellé mana. Mais la notification du système indiquait qu'il avait absorbé le dragon maudit dans son cœur. De nouvelles apparitions révélaient que sa mère avait transformé son corps en un corps divin. Un pouvoir qu'il ne pouvait contrôler fut également découvert. Et en tant qu'héritier, il avait le droit d'ouvrir la bibliothèque sécurisée de Terrakan. Il n'avait pas encore tout compris, et décida de se renseigner plus tard. Eh bien, soudain, une chose l'intéressa. Il décida de lire les nouvelles informations. Il semblerait que son ancêtre ait été d'un naturel généreux. Un second don de dernière volonté lui était offert. Zik fut surpris en le voyant. Il est ensuite retourné au manoir de Platine. Il rangea tous les trésors dans l'armoire. Cela aurait dû suffire pour le moment. Il avait désormais accès à la compétence du dragon, mais il n'avait pas assez d'expérience pour lancer le sort. Toutes les descriptions qu'il a lues ne lui ont pas beaucoup aidé. Le système lui a également montré une fenêtre connectée à Terrakan lui-même. Pour ouvrir la bibliothèque protégée, il a fallu mettre à jour les informations. Eh bien, pour cela, il fallait se rendre à un certain endroit. Il s'agissait du Valhalla, la plus prestigieuse institution éducative pour la formation des chevaliers. L'accès à cette zone était interdit à toute personne extérieure, à l'exception des administrateurs. Même Zek aurait peut-être eu du mal à y entrer, puisqu'il n'avait aucune intention de se joindre à eux. Puisqu'il y avait un lien avec ce don mourant, il valait peut-être la peine de changer mes plans. Il semblerait qu'ils doivent continuer à faire partie de cette satanée famille. Zek a désormais accès aux livres de quêtes de niveau débutant. C'était assez similaire aux quêtes de la guilde des aventuriers. La formation des administrateurs de bas niveau a commencé. Zek se retrouva pris au piège du système. Il essaya de comprendre ce qu'était cet endroit. Zek décida qu'il avait été téléporté une fois de plus. Cette fois, c'était différent. L'endroit semblait différent de la dernière fois. Soudain, il sentit un mouvement derrière lui. D'énormes orques armés de massues s'avançaient vers lui. C'était une quête d'entraînement. Il fallait vaincre des monstres dans un temps imparti. En guise de récompense, il a reçu de sévères corrections. Le système essayait peut-être de créer une situation dont il pourrait tirer profit. Ce serait bien si cela s'était produit dans une vie antérieure aussi. Zik activa passe rapide et entaille. Il a su se débarrasser des monstres avec une facilité déconcertante. La Clémore était légère comme une plume. Peut-être était-ce là le résultat du corps divin. La quête d'entraînement est donc terminée. Et Zek retourna à sa place habituelle. C'était peut-être une illusion, mais tout ce qui s'est passé semblait incroyablement réel. En récompense, il a reçu 40 points et l'accès au magasin. Il avait désormais accès à une grande variété de marchandises. On pouvait y acheter des reliques rares, dont l'acquisition coûtait une fortune. Il était également possible d'y vendre des marchandises. Cela ne pouvait se faire qu'avec des reliques rares. Mais le prix ne lui convenait pas vraiment et il a décidé qu'il était peu probable qu'il l'utilise. La journée a été très longue pour Zik. Le lendemain matin, il retourna au centre de recherche du professeur. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait réussi à trouver une pierre de mana à haute densité en une seule journée. Tout était désormais prêt. Ce qui était encore plus incroyable, c'était que Zek ait réussi à mettre la main sur cette relique. Il lui semblait même que le professeur ne lui faisait pas beaucoup confiance. Chaque fois que des pierres de mana à haute densité étaient découvertes sur le continent, elles étaient consignées dans divers textes anciens et nommées. En vérifiant le numéro d'enregistrement, vous pouvez découvrir où et quand la pierre a été trouvée et qui en est le propriétaire actuel. Mais la pierre qui se trouvait entre les mains du professeur n'était répertoriée nulle part. Tout cela parce que Zek l'a trouvée en premier. Il avait assez de talent pour pourrir dans cet endroit. Il était temps de lancer l'appareil. La pierre de mana commença à émettre de l'énergie. Le four s'est mis à fonctionner à pleine capacité.
Le forgeron n'en croyait pas sa chance. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Le professeur et Zek étaient également ravis que tout se soit bien passé pour eux. Le forgeron était ravi d'avoir pu voir de son vivant le brasero magique achevé, mais Zek lui rappela que cela faisait partie du marché. Il leur a rappelé leurs accords et il lui demanda de transformer une chose en épée. C'était une véritable canine de dragon. Il n'avait jamais vu de croc de cette taille auparavant. Ce fut le deuxième cadeau de Terrakan avant de mourir. Zik était même incapable d'expliquer où il avait trouvé une chose pareille. Soudain, le forgeron éclata en sanglots. Zek l'aida avec le brasier magique et lui confia la création d'une arme à partir d'une canine de dragon. Il a promis de dépasser toutes ses attentes. Galéon Halbert promit de lui forger une lame, même au prix de sa propre vie. Il agirait naturellement ainsi, car Zek lui a sauvé la vie. Des images de sa vie passée lui revinrent en mémoire. Ce forgeron n'a pas changé du tout. Zek était curieux de savoir quel genre d'épée il était en train de créer cette fois-ci. Il brûlait déjà d'impatience. Tous les élèves étaient rassemblés dans la cour. Mais il y avait une bonne raison à cela. Le chef est arrivé aujourd'hui, un des instructeurs a annoncé son arrivée. L'ordre a été donné à tous de se préparer. La calèche s'arrêta juste devant l'entrée. Les chevaliers s'approchèrent pour ouvrir la calèche. La porte s'ouvrit et une tête grise apparut. Le recteur était heureux de le voir. Le chef Draker a été chaleureusement accueilli. L'horloge indiquait midi pile. Il marchait tranquillement le long du chemin, puis il leva sa main énorme et forte, et il le déposa sur l'épaule du recteur en disant qu'il avait bien travaillé. Il s'agissait du chef de la 3e famille transcendantale de tueurs de dragons, les Drakers, Arthur Drakers. Il faisait très beau dehors, et le recteur voulait inviter le chef de département à aller se promener, mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, le chef l'interrompit. Il s'avança jusqu'au bord des escaliers pour que tout le monde puisse le voir. Et il leva les mains vers le ciel. Arthur s'adressa à tous les jeunes tueurs de dragons. Ils étaient l'espoir et l'avenir de Draker. Il souhaitait que les jeunes s'entraînent longtemps et dur. Après tout, leur développement était aussi celui de Draker. Tous les cadets inclinèrent la tête devant lui. Arthur Draker était maintenant prêt à aller se promener. Zek Draker salua le chef des chevaliers et le gardien du nom des tueurs de dragons avec tout le respect qui lui était dû. Il était très content de lui, car personne d'autre ne l'avait salué de cette façon. Arthur avait entendu dire que Zek adorait le thé, alors il lui a préparé quelque chose de délicieux. Il s'avère qu'on lui avait même parlé des plats que Zek aimait. Il y avait jadis des rumeurs selon lesquelles même l'empereur n'avait pas connu certaines joies de la vie. Mais rien n'échappait au Draker. À présent, cela ne semblait plus être une simple rumeur. Arthur appela Zik car il avait appris que Duke avait pris un apprenti. Zik a dit qu'il lui avait rendu un grand service. Arthur était d'accord avec cela. Il a demandé quel était l'objectif de Zach. Et il répondit qu'il voulait devenir l'homme le plus fort du continent. Il voulait être plus fort que tous les autres pour pouvoir vivre en liberté. Zik a fini tout son thé. Et il confirma à Arthur que c'était là sa véritable raison d'être dans la vie. Mais il resta silencieux. Après tout, si cela se réalise, alors Zidane le surpassera même. Zek ressentait une sorte d'influence sur lui-même. C'était une épée astrale. Elle lui conférait un pouvoir sur tous les êtres vivants dans son rayon d'action. Cela en faisait le summum de l'utilisation des auras, accessibles uniquement aux chevaliers noirs. Arthur le regarda sans le quitter des yeux. C'est exactement ce que Zek voulait. Arthur resta silencieux. Eh bien, l'action de l'épée astrale ne s'est pas arrêtée. Puis, il a soudainement déclaré que c'était la chose la plus intéressante qu'il ait entendue ces dernières années. Il était venu soutenir l'Académie et Zek, mais il était peu probable que cela ait suffi. Zek était certain que Duke était incroyablement fort, mais cet homme était d'un tout autre niveau. Arthur lui offrit un cadeau pour l'avoir accepté comme apprenti du duc. C'était une carte noire. Une carte de crédit réservée à une poignée de privilégiés. Il n'aurait jamais imaginé la voir un jour en vrai. Le simple fait de l'avoir sur soi conférait un avantage incroyable, mais cela ne s'arrêtait pas là. La carte était enregistrée à leur nom, ils pouvaient donc l'utiliser librement. Arthur feignait de s'intéresser à lui, mais ses intentions étaient évidentes. L'utilisation de la carte de crédit laissait des traces. Il voulait simplement le surveiller. Mais c'était préférable à faire appel à la Brigade Noire. Ils ne le considéraient pas comme une menace pour le moment. Après cela, ils se sont dit au revoir. Zeke referma doucement la porte derrière lui.
et il erra dans les couloirs de l'académie. Pendant ce temps, au bureau, la conversation était tout autre. Duke trouvait Arthur répugnant dans cette situation. Et puis, je lui ai demandé pourquoi il était si en colère. Il s'est soudainement mis à se comporter comme un père alors qu'il avait auparavant négligé son enfant. Arthur a répondu qu'en tant que membre de la famille proche, il n'avait pas le choix. Duke a proposé de l'emmener loin d'ici, mais Duke était le seul avec qui Arthur pouvait parler calmement. Arthur lui proposa un verre pour agrémenter leur conversation. L'atmosphère sur le continent est plutôt étrange ces derniers temps. Duke a affirmé qu'il était enfermé dans l'académie et qu'il n'en savait rien. Mais Arthur savait qu'il avait des yeux et des oreilles partout. L'empereur, obsédé par l'idée d'immortalité, la recherche à travers tout le continent. Duke savait que la magie pouvait rajeunir, mais qu'elle ne pouvait jamais conférer l'immortalité. Arthur le pensait aussi. Mais peut-être que la relique qu'il recherchait était liée d'une manière ou d'une autre à l'ancien dragon. Duke fut alarmé par cette information. Pendant tout ce temps, Zek était tout près. Il a utilisé un dispositif d'écoute. Il s'est avéré que cela était possible grâce à la relique d'un ancien dragon. Arthur a apparemment réussi à la localiser. Il était très probablement situé sur le territoire du continent nordique. Cette information n'était pas encore parvenue à l'Empire, mais ce n'était qu'une question de temps. Des souvenirs me sont revenus en mémoire. Cet empereur fou avait déclenché une guerre juste après son accession au trône, soi-disant dans le but d'unifier le continent. Duke semblait avoir déjà renoncé à ce rêve ridicule, mais apparemment pas. Le continent allait de nouveau être englouti par les flammes, et Arthur souhaitait se rendre personnellement au nord pour une affaire aussi importante. Mais une fois sa place établie, l'empereur pouvait commencer à agir de manière plus imprudente. C'est pourquoi il est venu à Duke. C'était un homme très rusé. Ils ont trinqué en signe d'accord mutuel. Zek a entendu Arthur dire qu'il ne pouvait compter sur personne d'autre que Duke. Soudain, il se sentit mal car il avait utilisé l'artefact trop longtemps. Après avoir absorbé le cœur du dragon, il n'a pu éviter les effets secondaires. La statue qu'il a pu se procurer avant sa régression était une relique d'un ancien dragon, la voix qui résonnait dans sa tête juste avant sa mort. Et le message système qu'il a vu après la régression? Tout s'est éclairci. Zek avait dérobé une relique capable d'exaucer le vœu de l'empereur. Ce dernier avait donc mobilisé les chiens de chasse, une unité d'élite, pour le capturer. À l'époque, consumé par la vengeance, il ne se souciait guère de la nature de la statue. Mais à présent, il avait trouvé la clé du mystère. System administrateur, qu'il a renvoyé dans le passé, est une fonction de la relique d'un ancien dragon. Mais qui a créé une telle chose et pourquoi? Zek se retrouve avec de nombreuses questions. Duke était déterminé à commencer la mission immédiatement, et Arthur comptait sur lui. Arthur et Duke se séparèrent. Arthur fit quelques pas vers la porte. Puis il s'arrêta. J'ai commencé à écouter. Il a clairement ressenti quelque chose. Zek en déduisit que si tout cela était vrai, alors la relique que recherchait l'empereur était liée à la jeunesse éternelle. Mais soudain, il sentit un mouvement à l'extérieur de la porte. Arthur ouvrit brusquement la porte, mais il n'y avait personne derrière elle. Difficile de croire qu'il ait tout imaginé. Mais Zek a réussi à s'échapper par la fenêtre. Il est revenu dans la salle d'entraînement. Mais son entraînement fut interrompu par Decker, venu lui annoncer qu'un camarade de classe était venu le voir. Zek n'arrivait même pas à imaginer qui cela pouvait être, mais il ne s'attendait certainement pas à y voir Liam Stone. Il a supplié à genoux d'être accepté. Zeke pensait même qu'il aurait dû passer l'arme à gauche à ce moment-là. Liam était prêt à devenir son subordonné et à se donner à fond. Jaqen l'a mis à la porte. Mais Liam voulait absolument aller au Valhalla. La même chose s'est produite dans ma vie antérieure. Mais Zeke devait s'adresser à la famille Turun ou Siemens. Lui-même ne bénéficiait d'aucun soutien familial. Il ne put donc pas l'aider à accéder au Valhalla. De plus, il ne pouvait pas faire confiance à Liam. Après tout, il aurait très bien pu espionner pour Jaqen. Soudain, il sortit un poignard. Il le brandit bien au-dessus de lui comme une sorte de panneau. Et il commença à se couper l'oreille. Il comprenait les doutes de Zek. Il voulait prouver qu'il disait la vérité. Liam était prêt à se couper la langue. Et si Zek voulait le voir boiter, il était prêt à se couper lui-même le tibia. Liam était prêt à confier sa vie à Zek en échange de votre loyauté. Il a demandé à être accepté. Il voulait devenir plus fort que n'importe qui. C'est pourquoi il a demandé au maître de lui enseigner. Zek ne savait pas quoi lui répondre. Liam continuait de le supplier.
Zek a posé une condition. Liam a dû subir au moins un mouvement pendant l'attaque. Alors, il l'acceptera. En guise de réponse, Liam l'a remercié. Zek a demandé s'il était complètement rétabli avant de venir ici. Il pensait qu'il était assez facile de résister à un mouvement pendant l'attaque, puisqu'il utilisait également l'aura de Draker, même s'il était difficile de croire qu'ils avaient réellement le même âge. C'était très difficile pour Liam. Il avait même du mal à respirer. Zeke lança une nouvelle attaque. Liam fit de son mieux pour la repousser. Leurs épées s'illuminèrent à nouveau lors du combat. Une des épées se leva. Il est tombé et s'est enfoncé dans le sol, loin de son propriétaire. Zeke a demandé si c'était tout ce que Liam Stone pouvait faire. Il était très désolé. Zeke respectait sa détermination, mais il aurait mieux valu pour lui renoncer au Valhalla. Apparemment, Jaqen l'a vraiment abandonné. S'il n'avait pas été son serviteur, un parent aussi éloigné n'aurait même pas pu entrer dans le berceau. Il avait de nombreuses raisons de s'inquiéter, mais la souffrance n'en valait pas la peine. Dans sa vie antérieure, Liam avait été expulsé de l'académie et son ordre de chevalerie dissous, mais il avait atteint le monde pourpre et était devenu le roi des mercenaires. Et maintenant, il implorait une autre chance. Il n'avait aucune intention d'abandonner. Et Zeke lui en a donné l'occasion. Mais à une condition. S'il fallait se taire, on coupait la langue. S'il fallait boiter, on coupait la jambe. Liam a alors dû se couper la main droite. Il ne s'y attendait pas. Zeke demanda si sa main avait vraiment autant de valeur. Cela signifiait renoncer à être un épéiste. Personne de sensé n'aurait accepté cela. Liam a commencé à parler du fait qu'il avait encore beaucoup à s'entraîner. Alors Zeke lui a dit de partir. Liam commença à se lever en silence. Zeke ne comprenait pas pourquoi il était si désespéré. S'il n'atteint pas le Valhalla, il pourra au moins accéder au monde pourpre. Soudain, il retira son épée du sol et la fit tournoyer au-dessus de sa main droite. Zeke s'est précipité pour arrêter ce fou, mais il était très sérieux. Zeke parvint à frapper avec son épée. La lame se brisa en deux et fut projetée dans l'autre direction. Liam n'a même pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Zeke l'a saisi par la poitrine. Il s'est mis à lui crier dessus, car que se serait-il passé s'il avait changé d'avis? Mais Liam a essayé de s'expliquer. Il avait peur de perdre quelque chose de plus important que sa main. Si jamais il se permettait de recommencer une chose pareille, Zeke avait promis de le mettre à la porte, qu'il lui soit loyal ou non. Pour Liam, ces mots ne signifiaient qu'une chose. Il était accepté. Zeke lui demanda d'aller plus vite pour que personne ne remarque que son subordonné n'avait qu'une oreille. Ils se sont tous deux rendus dans un café du quartier. Liam n'arrêtait pas de se toucher l'oreille. Zeke lui a donné la permission de l'utiliser. Après tout, il a décidé d'y investir. Maintenant, autour d'une tasse de thé, il voulait demander à Liam ce qui n'allait pas. Il voulait savoir ce qui comptait plus pour lui que la vie. Ce n'était visiblement pas sa main droite. Liam a alors répondu que c'était sa mère. Quelques jours après que Jaqen l'eut abandonné, il apprit que sa mère avait de la fièvre. Heureusement, la fièvre tomba rapidement. Son corps était entièrement couvert de taches rouges qui ressemblaient à des roses, et elle s'affaiblissait de jour en jour. Les médecins du village ignoraient même de quelle maladie il s'agissait. Beaucoup de choses sont désormais claires. Les étudiants de Valhalla et leurs familles possèdent les meilleures connaissances médicales du continent. Zeke sortit son matériel d'écriture. Il commença à noter les symptômes, fièvre périodique et apparition de taches en forme de rose sur tout le corps. C'étaient là les symptômes de la prolifération rouge qui allait déferler sur le continent central en 5 ans. Avec un risque d'infection et une mortalité élevée, la maladie a fait de nombreuses victimes jusqu'à ce qu'un médicament révolutionnaire soit mis au point et mette fin à l'épidémie. Zeke donna à Liam la recette d'un remède pour sa mère, qu'il était facile à préparer. Même un médecin de village pourrait s'en charger. Liam le remercia et lui demanda comment il avait pu reconnaître une maladie que même les médecins n'avaient même pas su déceler. Les brillants frères alchimistes, Al et Jeff, ont mis au point des remèdes pour sauver le continent central dévasté. Avide d'argent, la guilde des alchimistes exploitait des personnes désespérées pour s'enrichir. Lorsque les frères découvrirent de la supercherie, ils publièrent la recette et la diffusèrent en si largement qu'un mercenaire comme Zeke en avait connaissance. Mais il répondit alors qu'il reconnaissait simplement un alchimiste. Maintenant que Liam possédait le remède, il n'avait plus besoin d'aller au Valhalla ni de rester un subordonné. Mais il se leva brusquement de table. Il avait déjà consacré sa vie à Zeke.
Sa main a heurté le sol avec un bruit sourd. Il jura de servir Zek fidèlement jusqu'à la fin de ses jours. Tom était ravi d'avoir des mercenaires sous les ordres du roi et d'entendre son serment d'allégeance. Le soleil éclatant se leva derrière les montagnes et illumina tout autour. À ce moment-là, un visiteur se trouvait dans le bureau du directeur. C'était le cadet Owen. Il est venu avec une proposition. Il souhaitait que la difficulté soit augmentée ce semestre. Le recteur ne comprit pas immédiatement pourquoi cela était nécessaire. Mais le cadet expliqua cela en disant que les élèves de première année étaient très doués car ils étaient tous membres de familles influentes et même des éveillés de sang pur. Si l'examen de cette année est aussi facile que celui de l'année dernière, ils ne pourront pas faire leurs preuves. Le recteur a promis de réfléchir à cette proposition. Bélier quitta le bureau et ferma la porte derrière lui. Le recteur réfléchit un instant. Après tout, le sang ne ment pas. Il pensait de la même manière. Il fallait tenir compte des menaces futures. Et il faut étouffer le problème dans l'œuf. Le jour de l'examen d'exploration de donjons est arrivé. Il s'agissait d'un test unique, où les étudiants, répartis en binômes, devaient terminer un donjon dans un temps imparti. La difficulté du donjon était déterminée aléatoirement pour chaque binôme et avait une importance significative. Liam était un peu nerveux à propos de ce test. Trop d'enthousiasme a mené à des erreurs et pas assez à l'arrogance, mais une excitation modérée a tout empêché. Ensuite, ce fut le tour de Zek et Liam, mais soudain, ils furent arrêtés. Une autre porte leur avait été préparée. C'était un peu bizarre, Zek a réfléchi. L'instructeur les a pressés d'entrer. Zeke acquiesça, et ils se dirigèrent vers l'entrée. Chaque donjon présentait un niveau de difficulté différent, mais le danger était minime. L'essentiel était d'y arriver dans le temps imparti. Chaque équipe disposait d'un chronomètre qui se déclenchait dès son entrée dans le donjon. Tous les participants avaient 96 heures. Les compétences de combat de base faisaient également partie de l'évaluation. Ramener des têtes et des monstres vaincus rapportaient des points bonus. L'essentiel était de sortir à l'heure, sinon l'examen était considéré comme un échec. Zeke et Liam ont installé le campement et préparé le dîner. Liam a décidé d'aller se reposer. 16 heures se sont écoulées depuis notre entrée dans le donjon. Avant l'examen, Zeke n'avait pas dormi pendant 3 jours. À force de s'entraîner, cela signifie qu'il n'avait pas dormi pendant environ 90 heures. L'endurance infinie n'est préservée que de la fatigue physique, mais pas de la fatigue mentale. Dans un donjon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il était donc nécessaire de minimiser les risques. Les cloches tendues se comportèrent calmement. Zeke a décidé de changer de rôle quand Liam s'est réveillé. Soudain, une cloche recouverte de neige apparut devant ses yeux. Il se vit lui-même. Le vent glacial poussait la neige partout. Le drapeau rouge flottait. Les murs enneigés de la tour étaient visibles. Et une main ensanglantée dans la neige. Il a revu sa sœur se faire tuer. Zeke se réveilla en sueur. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'était endormi. J'ai refait ce terrible cauchemar. Mais maintenant, il pouvait clairement entendre la cloche. Oui, c'était leur cloche qui sonnait. Zeke s'est empressé d'éteindre le feu. Il réveilla rapidement Liam. Les ennemis étaient tout près et il devait rapidement jeter un coup d'œil autour de lui. Utiliser la vision du dragon après 4 jours sans sommeil était trop risqué. Mieux valait laisser mes yeux s'habituer à l'obscurité. Soudain, Zeke sentit une odeur. C'était une odeur de soufre. Il existait une créature à l'odeur grise qui chassait en meute. Le 3e monstre le plus dangereux. Chien de l'enfer. Dans sa vie antérieure, Reyna avait ramené des têtes d'orques, mais Zeke ne s'attendait pas à des chiens de l'enfer. Mais quelque chose clochait. Même le meneur du peloton ne pesait pas plus de quelques centaines de kilos. Une vibration était comparable à celle de 2 tonnes. C'était peut-être un mutant. En raison de ces vibrations, Zeke n'a pas pu se retenir et est tombé. Liam était déjà venu à son secours. Zeke a tracé une ligne sur le sol. Liam a demandé si ça allait. Zeke supposa que c'était l'œuvre de Siemens. Il se doutait bien qu'il tramait quelque chose. Clava le chien, un jouet magnifique, était suspendu dans une main énorme. Ils ont décidé de le tuer. Zeke et Liam virent un énorme troll devant eux. C'était le monstre le plus dangereux, capable de vaincre sans difficulté les chiens de l'enfer ou les orques. Son sang est l'ingrédient clé de la guérison et sa régénération est incroyable. Zeke était en train d'élaborer un plan d'action. Liam décida de servir d'appât, donnant ainsi à Zeke une chance de s'échapper. Mais il avait un meilleur plan.
et il a demandé à Liam de ne pas dire des choses aussi terribles. Après tout, il n'avait aucune intention d'abandonner son sujet. Zeke croyait en lui et en sa force. Il lui a promis de le soutenir et lui a dit d'agir comme bon lui semblait. Liam l'en a remercié. Il se précipita pour attaquer le troll. Il tourna autour de lui, sans même lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Ça avait l'air plutôt bien. Liam a réussi à blesser le troll en visant précisément les articulations. Il est surpris d'avoir lui aussi étudié les monstres. Mais cela ne suffisait pas. Et Zeke arrêta le gigantesque marteau du troll avec son épée. Il maniait l'épée comme si elle ne pesait rien. C'était le premier vrai combat de Liam. Viser les articulations relativement fragiles s'avérait judicieux, mais il n'avait pas sous-estimé la régénération du troll. Les égratignures ont guéri instantanément. Apparemment, c'était trop difficile pour Liam à ce moment-là. Zeke décida donc d'éliminer lui-même le troll. Cela aurait dû lui rapporter une belle prime. Zeke a ordonné à Liam de tout ramasser. À ce moment-là, le système informa Zeke d'une quête soudaine dont l'accomplissement doublait ses points. 100 monstres devaient être vaincus au cours des 79 heures restantes. Mais 10 espèces, c'était un problème. Même si le donjon était petit, on ne pouvait y trouver que 3 ou 4 espèces au maximum. Mais s'il s'agit d'un piège Siemens, alors il y aura 10 espèces. Pendant ce temps, Liam a mis la tête du troll dans le sac de collecte qui était distribué avec le minuteur. Il était temps de reprendre la route. En chemin, ils rencontrèrent des chiens de chasse. Petits souris. Des chauves-souris géantes et bien d'autres choses encore. Cette fois-ci, Zeke a lui aussi décidé de se reposer. Il a demandé à Liam s'il était habitué au vrai combat. Mais il ne pouvait pas encore répondre à cette question avec certitude. Il lui fallait du temps pour s'adapter. Il restait 50 minutes avant de quitter le donjon. Ils ont réussi à vaincre 99 monstres de 9 types différents. Ils devaient trouver de toute urgence un autre monstre, d'une espèce différente. Mais soudain, Zeke entendit quelque chose. Le sol sous leurs pieds sembla trembler. On aurait dit un tremblement de terre. Zeke a crié à Liam qu'il jetait le sac contenant les trophées. Au début, je n'y comprenais rien. Mais Zeke la trancha d'un seul mouvement de son épée. Des gouttes de sang sont apparues partout sur le sol. Liam était complètement perdu. Pendant ce temps, Zeke se préparait au combat. Une de ses mains était couverte de sang, mais c'était le sang de monstre. Zeke a dit à Liam de bien surveiller. À ce moment-là, un énorme ver a émergé du sol. C'était un ver des donjons. Il a fallu une douzaine de chevaliers pourpres pour vaincre ce monstre dangereux. Le ver fonça sur sa victime comme un train gigantesque. Liam resta là, complètement désemparé. Je ne savais pas comment aider Zeke, puis il se mit à chercher rapidement quelque chose dans son sac. À ce moment-là, Zeke tentait de maîtriser l'énorme gueule du ver. Il l'a frappé. Même les chevaliers bleus éviteraient de croiser un ver des donjons dans un endroit pareil. Le ver pouvait creuser des galeries et se déplacer sous terre. Et si la bataille s'éternisait, la personne pourrait être enterrée vivante. Le ver sauta à nouveau hors du sol. Zeke était prêt à le frapper à nouveau. Un liquide violet jaillit de la bouche du ver.